Passe Gênée sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. En effet, jusqu'à 18h30 aujourd'hui, une équipe de choc. Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Gaspard Proust, Philippe Alfonsi, Titoff et Fabrice Eboué. Qu'est-ce que vous êtes con entre vous, franchement, hein. J'en prie. Ah, mais Vous faites partie de la bande. Je viens d'entendre Titoff passer derrière Philippe Gueluc qui est en train de dessiner des dédicaces pour les auditeurs à qui il a promis son livre. Et Titoff, c'est vraiment toi qui fais les dessins. Et moi, je viens de découvrir que c'est vraiment lui qui dit les conneries. T'as vu ça? J'en peux plus, ça fait une demi-heure que je suis là. Vous, c'est vrai que c'est pas marrant, vous devez absolument... Voilà. Ah, pardon, je dois m'interrompre parce que je viens d'entendre quelque chose d'assez étonnant. Ça fait une demi-heure que vous êtes là, Titoff. Ah bah ouais. Je parlais avec Nagui, après je cherchais Michel Drucker partout. J'ai une bonne ambiance sur Europe 1. Ah non, Michel Drucker, faut qu'on vous signale que depuis septembre, il est après nous. Oui, c'est vrai. J'ai eu peur quand t'as dit je voudrais m'interrompre, j'ai cru que Pascal Sevran était mort, putain. Ah non, pas encore. Quelques mails d'auditeurs. Cher Monsieur Ruquier, il y a encore quelques temps, je ne vous écoutais pas. Je me disais une émission sur Europe 1, c'est pour les vieux. Et puis je me suis marié. Mon mari vous aime beaucoup et j'aime beaucoup mon mari. Je vous ai donc écouté quand nous étions en voiture. Et quelle ne fut pas ma surprise de vous trouver beaucoup plus drôle que tous ces jeunes branchés sur d'autres stations. Ce petit courrier pour vous remercier pour votre bonne humeur. Grâce à vous, j'apprends en riant. Sachez que mon mari et moi-même venons assister à votre émission ce vendredi 4 décembre. Ah, donc c'est peut-être un couple qui est ici pour fêter notre première année de mariage. Serait-il possible que Pierre Bénichou soit présent? Ah ben non, messieurs, dames, Pierre Bénichou n'est pas là. On pouvait pas l'avoir. Attendez, on peut faire une petite, je sais pas, on peut le remplacer. Ah non, c'est dégueulasse. Je sais pas, vous voulez que je me mouche dans la bonnette? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je vous chante une chanson du 18e siècle? Si vous retenez que les pires choses de Pierre... Oh non, le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Pierre est très cultivé. Et sans augmentation de prix, mesdames et messieurs, je vous offre ce stylo. Et avec ça, un CD Bonjour. de Les Hymnes s'envolent. Il fait pas que ça, il insulte les auditeurs aussi. Vous pouvez parler. Chaque année, je passe une semaine à Paris, me dit Pauline, et je ne rate jamais l'occasion de venir vous voir. Un peu comme on visiterait sa famille. Parce que oui, Laurent, vous faites un peu partie de ma famille. Une drôle de famille, recomposée, certes, où Stevie serait le cousin extraverti, qui disserte art et déballe sa vie sexuelle entre le fromage et le dessert. Joujou, l'ado mal dans sa peau, qui a du mal à accepter son attirance pour le chef de famille. Boubounet, le fils adopté, qui nourrit une passion malsaine pour les tueurs en série dont le nom est aussi un prénom. Gérard Miller, l'oncle communiste, qui tente vraiment de rallier tout le monde à ses idées alors que plus personne ne l'écoute depuis longtemps. Christine Bravo, la tante quinca, un peu nympho sur les bords, qui tente de pécho coûte que coûte. Claude Sarraute, la mamie un peu barrée, qui siffle ni vu ni connu les fonds de bouteille. Et enfin Pierre Bénichou, le patriarche bougon, qui cite volontiers ses amis dictateurs et pousse la chansonnette en fin de repas. C'est une belle famille, hein. On va faire un sitcom, hein. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, la famille, on l'aime telle qu'elle est. Et moi, Laurent, je vous aime tous et je me languis déjà de la prochaine réunion familiale. C'est bien écrit, hein. C'est Pauline. Elle est une semaine par an à Paris. On a du bol. C'est pas cette semaine. Petit point de détail à propos des spéculoos dont on a parlé hier. Le spéculoos, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai, est belge. C'est le biscuit belge par excellence. Il n'est connu en France que depuis quelques années. Merci de rendre à César ce qui appartient à César. Ça, en l'occurrence, on l'avait rendu à César puisqu'on avait dit que c'était les légionnaires romains qui avaient apporté le spéculoos aux Belges. C'est vrai? Enfin, aux Belges, aux Gaulois. Aux Gaulois. Mais c'est pareil, les Gaulois, les Belges, tout ça. Hein, il n'y avait pas de Belgique à l'époque, si? Non, et on roulait les Gauloises à la main à l'époque. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu un Astérix chez les Belges? Oui. Ah oui, il y a eu un Astérix. Oui, bien sûr. Avec un druide qui était venu à une grande réunion des druides et qui apprenait à Panoramix à retirer les frites de l'huile bouillante à la main. Il avait une Non, ça c'est Astérix chez les Goths. C'est pas le même. Désolé. Hein.
Ouais, c'est vrai ça. Voilà, le spécialiste de la bande dessinée, il a raison, Gaspard Proust. Même en dessin, t'es pourri finalement. Non, mais c'est vrai. Tu vois, t'as critiqué Pierre Bénichou. Et je peux te dire, Pierre Bénichou, c'est notre pote, tu vois. Alors, on n'a pas du tout apprécié ce que t'as fait en début d'émission, là. Isabelle me dit, y aura-t-il votre émission demain samedi malgré le Téléthon? Bah non, demain il n'y a pas, on n'est pas couché, c'est ils sont pas levés demain. Oh non. Vous êtes pire que Pierre Berger. Pire que Pierre Berger. Pierre Berger va être content. Mais vous pouvez quand même donner au 36 37, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Laurent et Anne vont jouer avec nous pour le premier challenge de cette émission. Et Laurent est à Guangzhou, c'est bien ça, Laurent? Bonjour, ouais, Guangzhou en Chine. Vous êtes en Chine, Laurent, mais qu'est-ce que vous faites? Chine. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, quelle heure est-il en Chine? Là, il est. Tu as la grippe A ou c'est normal? Mais non, c'est bien fait l'invité mystère, hein. Donc, vous avez une Là, voix. il est 5h10 du soir. Vous avez une voix éraillée. Il y a la grippe A en Chine? Pas encore, elle est arrivée, elle est un peu partout, j'ai évité, mais bon. Attendez, Pas c'est drôle. encore, Et qu'est-ce que vous faites à Guangzhou? Alors, je fabrique des jeans et des panneaux solaires. Des jeans et... L'éventail est large. Waouh. Oh, l'escroc. Ça s'appelle de la cocaïne, hein, normalement. Hein. Et vous nous écoutez en podcast, alors? Ouais, c'est pas évident parce que ça coupe beaucoup. C'est la Donc Chine, là, c'est j'ai pas normal. internet, donc il faut pas me laisser 5 secondes pour la question, il faut me laisser 5 minutes. Dis donc, la voix, c'est pas Richard Gottener qu'on a au téléphone? C'est Pierre Palmade. Laurent, vous allez Mais affronter... non, Oui? mais Allez-y. c'est le téléphone qui fait ça. Ah, c'est le téléphone. qui C'est fait drôle, ça. il est 5h10. Bah oui. Il est 5h10 du soir en Chine. Oui. Et chez nous, il est 16h10. Oui, oui. Il y a qu'une heure de décalage horaire. Anne est à Nantes. Bonjour, Anne. Bonjour Laurent. Et vous, alors, que faites-vous dans la région Loire-Atlantique? Je cherche du travail. Aïe, aïe, Ah, aïe, vous aïe, êtes aïe. chercheuse, donc. Chercheuse de travail chez Pôle emploi, et quel genre de travail? Secrétaire de rédaction. Secrétaire de rédaction. Et vous avez travaillé dans quelle rédaction jusque-là? Dans les féminins. Femme actuelle. Femme actuelle. Ouais. Ah bah, très bien, parfait. Mais ça, c'est un bon CV quand même. Sinon, Ouais. ça vous dit pas de réceptionner des panneaux solaires et des jeans qui arrivent de Chine? J'ai travaillé chez Autoplus aussi. Chez Autoplus. Ouais. Ah bah, c'est un bon CV, ça, Autoplus, femme actuelle. En plus, c'est deux trucs très différents. Alors, Ouais. Autoplus et femme C'est le actuelle. même groupe. Hein. Bah, peut-être vous pouvez faire secrétaire de rédaction pour 30 millions d'amis maintenant, non? Oui, pourquoi? Ah, c'est un bon magasin. Bah, après les hommes, les femmes, les animaux. Tout simplement. Il restera plus que les vieux. Anne, vous avez un chouchou dans l'équipe? J'aime bien Philippe Gueluc, j'adore ses Ça- albums. Ça tombe bien, il est là. Quant à Laurent, vous avez des chouchous depuis la Chine? Non, parce que j'ai du mal à m'en souvenir, je suis parti depuis près d'1 an, Ouais. donc j'arrive à vous écouter une fois par semaine au maximum. Ah, c'est déjà pas mal. Mais je voulais passer un petit bonjour à ma famille, Et à c'est ma normal. mère, Mais oui. à tous mes amis, et puis souhaiter un joyeux Noël à toute la France. Bah, c'est gentil, merci Laurent. Et nous, on souhaite un joyeux Noël à tous les Chinois qui nous écoutent. Bah, dis donc. Oui, surtout qu'il y a plein de Père Noël. C'est du le boulot. Noël chinois, Ouais. Laurent. C'est pas en même temps. Déjà, le Nouvel An chinois, ça tombe pas en même temps que le nôtre. Donc, le Noël chinois, bah, c'est c'est une 5 semaine jours avant. avant. le Nouvel An. Oui. C'est le 15 février. C'est le 15 février. Mais c'est marrant parce qu'il y a des Pères Noël partout, Ah oui? et donc on a du mal à comprendre un peu pourquoi. Et c'est vrai qu'en Chine, pour la bûche de Noël, ils mettent un teckel. Un pécal et un bouille qui mettent. J'étais parti acheter un lave-linge pour ma femme. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Qui a fait cette déclaration? J'étais parti acheter un lave-linge pour ma femme. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Qui a fait cette déclaration? Sauver la vie, c'est vraiment au premier degré. Il aurait pu être tué. Il aurait Oui, pu oui. être Genre sa maison a explosé ou un truc comme ça. Sarkozy? Non. Non, c'est assassiné ou un accident? pas... plutôt assassiné, oui. Enfin, assassiné, le mot est un peu C'est fort. un attentat. Il Attentat, a c'est échappé à un pas attentat. le mot non plus. Un accident. Non, pas un accident. Non. J'aurais pu être tué, mais j'étais parti acheter un lave-linge pour ma femme. C'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est en France? C'est en France. Mais il aurait pu être tué chez lui, donc c'est le fait qu'il soit sorti, qu'il soit allé ailleurs, qui lui a permis de le maintenir en C'est vie. pas chez lui qu'il aurait été tué. S'il non. était allé acheter une machine à café, il aurait été sauvé aussi. Ou Darty l'a sauvé, quel que soit l'appareil électroménager. Jean Sarkozy? Non, Darty l'a pas sauvé, Jean Et Sarkozy. puis, il en faut pas. Jean Qu'est-ce que vous dites, Anne? Sa femme l'a quitté et il lui a acheté un lave-vaisselle pour la faire revenir. Ouais. Oui, Laurent, mais c'est pas ça du tout, C'est Laurent. la question que tu viens de répéter là en fait. Dis donc, t'as l'air de sacrément t'y connaître en femme, hein. Quand tu offres un lave-vaisselle à ta femme, elle veut plus partir. Alors. De qui s'agit-il? Ça, Dites, c'est- vous avez votre c'est- chance. c'était hein. C'est quelqu'un
de connu? C'est quelqu'un. Alors, écoutez, je vais pas forcément vous demander son nom, si vous ne vous en souvenez pas de son nom, mais au moins qui il est. Est-ce qu'il aurait pu être tué en même temps que d'autres personnes? Oui. C'est vrai. Oui. Ah, voilà, il y a eu plusieurs personnes de tuées. C'était AZF, Toulouse, AZF, peut-être? Rien à voir avec C'était en Toulouse. Russie, le train qui a explosé? Non, non. C'était plus. ces jours-ci. Non, c'est plus vieux que ça. Sur le sol français, hein. C'est sur le sol Il y a français. longtemps? Il y a longtemps? Il y a pas mal de temps. Ah, c'est à la Libération. Non, pas. C'était dans une station de métro? Non, non. C'est non. l'anniversaire aujourd'hui, Non, mais il y a effectivement un fait d'actualité, on va dire audiovisuel, qui rappelle ce témoignage. C'est quelqu'un qui devait prendre l'avion avec Jean-Luc Delarue, qui a été en retard. Non. Qui est encore en vie grâce à ça. Jacques Messrine, c'est en rapport avec Jacques Et donc Messrine. qui a dit ça? C'est quelqu'un qui devait être tué par Jacques Messrine. Le bras droit, le lieutenant de Jacques Messrine. Bonne réponse de Fabrice Eboué et Philippe Gueluc. Voilà, c'est Fabrice, pour la vie. C'est un beau duo, ça. J'ai mal jugé, finalement. L'ex-lieutenant de Messrine raconte, c'est Charlie Bauer qui était joué par Gérard Lanvin à l'écran dans le film avec Vincent Cassel qui jouait L'oncle de Mérine. Jack. Pardon. L'oncle de Jack. Bauer. Ah, peut-être, allez savoir. Charlie Bauer était l'ex-lieutenant de Mérine et lui, il est toujours en vie. Et il raconte, j'ai été pris rue Saint-Lazare à Paris 1 heure après la mort de Jacques Mérine. J'aurais dû me trouver dans sa voiture quand il a été exécuté, mais j'étais parti acheter un lave-linge pour ma femme. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Vous savez ce qu'on va faire? On va quand même vous envoyer un petit lot de consolation à l'un et à l'autre. Ah, génial. Ouais, Anne Merci. à Nantes et Laurent. Laurent, ça va vous faire une surprise de recevoir des chocolats Jeff de Bruges. Ils vont arriver dans un bel état. À Guangzhou, en Chine. C'est où d'abord Guangzhou? Guangzhou. Oui, c'est où? Et dans le sud de la Chine, c'est à 2 heures de Hong Kong. Hong Kong. À 2 heures de Hong Kong. Ouais, non, mais il répète bêtement les dernières phrases. Franchement. Eh ben, on vous envoie un ballotin. Vous nous raconterez dans quel état il est arrivé, d'accord? Est-ce qu'ils ont fouillé l'intérieur des chocolats en Chine? Ils sont capables de... C'est possible. Ouais, je pense, ouais. Anne, on vous embrasse aussi. Vous aurez le droit, vous aussi, à un ballotin de chez Monsieur Jambon. C'est parti. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Que vont faire ensemble 28 ministres qui risquent de faire parler dans les journaux? Copenhague. Alors expliquez-moi. L'histoire du réchauffement climatique, le complot du CO2, tout ça. Et alors qu'est-ce qu'ils vont faire les 28 ministres? Débattre. Bah ils vont discuter, puis après ils vont dire qu'il faut sauver la planète, que c'est pas bien de polluer, qu'il faut être plus soucieux du triage écologique, qu'il faut prendre son vélo, qu'il faut dire bonjour aux gens, qu'il faut être souriant, qu'il faut avoir une attitude responsable, que c'est pas bien d'être méchant et que les baleines c'est vachement sympa quand elles flottent dans l'eau et qu'elles sont vivantes, c'est mieux que quand elles sont tuées, et que le thon on en mange trop et que les sushis c'est aussi mauvais, gna gna gna, enfin on va nous faire chier quoi. C'est un bon résumé. Hein. Le fils de Pierre Bénichou vient de parler. Il a fait des progrès en quelques semaines, je trouve. Alors c'est pas ça du tout, ça il y aura des ministres évidemment à Copenhague, mais il y en aura plus que 28. Ces 28 ministres-là, même si ça a un lien très direct avec Copenhague, vont faire quelque chose de bien plus particulier. Ils se sont engagés à ne plus prendre que des douches et des bains froids. Non. C'est les ministres européens de différents pays d'Europe. Ils vont faire pour lutter contre Greenpeace, ils vont faire la chenille. Non. C'est 28 ministres d'un même pays qui ont décidé de faire ça. Dans le même pays. Ils vont aller à Copenhague à vélo. Non, ils font ça au moment évidemment de Copenhague pour alerter l'opinion publique, ces 28 ministres d'un même gouvernement qui donc ont décidé de faire quelque chose d'assez étonnant, une sorte de record en quelque sorte. Ils vont rouler Claude Allègre dans le goudron et les plumes. Non. Quand vous avez 28 ministres, c'est assez judicieux finalement, mais ça a l'air con comme ça. Ils vont faire un calendrier pour le mois de février qui ne compte que 28 jours. Non, à poil, oui, c'est ça. Non. Alors je vais vous dire, je leur conseille pas, entre nous. Hein. C'est les ministres du Groenland. Non, pas du Groenland. Du pôle Nord. La Russie. Non, mais attendez. Quand on a 28 ministres réunis, ça s'appelle un gouvernement. Et quand ils se réunissent tous ensemble au même endroit, ça s'appelle un conseil des ministres. Un conseil des ministres. Ils vont donner un conseil. Alors, nous sommes les ministres et nous donnons un conseil des ministres. Non. Roulez moins en voiture. Donc ils vont établir un record. Quel genre de record? Le plus long conseil des ministres. Le plus court. Non, pas le plus long, pas le plus court. Ils vont faire l'amour. Ils vont le faire dehors. Le plus chaud. Un vrai conseil des ministres. Ils vont le faire dehors, je vous le confirme. En maillot de bain. En plein air. En plein air, ça sûrement. Ah oui, c'est le truc sous l'eau là. Au soleil. Pas sous l'eau. Dans une montgolfière. Non. Sur l'eau. Non. Dans un volcan. Non.
Dans l'herbe, dans un parc. Sur le toit. Ah, c'est en Afrique, dans les arbres. Pas de... Ils font ça. Ils veulent attirer l'attention sur les conséquences du réchauffement climatique. Et alors, ils vont prendre une décision. Sur une banquise. À la plage. Non, à la plage. Ah oui. Ils vont faire Sur un iceberg. Ils vont faire le conseil des ministres le plus froid, le plus écolo. Le plus économique. Non, le plus écolo. Le plus chaud. Non. Le plus chaud. Le plus sympa. Non. Le plus intelligent. Non, le plus. Enfin, Le plus. 28 ministres d'un même pays. Peut-être si vous trouvez le pays, alors ça va vous donner la Le réponse. plus enneigé. Presque le plus Froid. Le plus haut. Le plus haut où donc? Le plus enneigé. En haut du Mont Blanc. En haut du Himalaya. Bonne réponse de Joujou et Gueluc. Ça, je vais dire, c'est un fameux geste pour l'environnement. Hein. Ça va je changer dis la face chapeau, du les monde, mecs. ça. Ah ouais. 28 ministres du Népal, quand même. Ça, c'est un vrai sommet, excusez-moi. Ils s'y connaissent. 28 ministres népalais vont donc partir en avion à Lukla et ils vont à la porte de l'Everest en hélico. Non, d'abord en avion et ensuite en hélico. Ils Les deux partiront. trucs les plus polluants du monde, l'avion et l'hélico. Et puis après, ils vont bouffer. 28 ministres népalais en haut de l'Everest pour signaler qu'effectivement cette région souffre du réchauffement climatique à l'approche de la conférence de Copenhague sur le climat. Ouais, puis la déclaration commune à la fin, ça sera « fait pas chaud hein. ». Mais 28 ministres. Oui. Vous vous rendez compte que Maurice Herzog pourra même pas les compter sur les doigts de ses mains. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce vendredi 4 décembre. Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Gaspard Proust et le Marseillais Titoff. Jacques Chirac a soufflé ses 77 bougies tout récemment. 77 ans déjà, l'ex-président de la République qui connaît un énorme succès avec son livre, vous savez. Et alors on lui a évidemment offert un cadeau, ses collaborateurs. Et puis ils ont voulu changer un peu que la traditionnelle statuette africaine. Tous les ans, il en a marre un peu le pauvre Chirac qu'on lui offre. Parce qu'en fait, il a dit ça une fois pour déconner. Les arts premiers, il déteste. Et mais là, cette année, ils ont trouvé un autre cadeau. Qu'est-ce que les collaborateurs de Jacques Chirac lui ont offert pour ses 77 ans? un autre chien après Drucker, non? Non, ah non, vous avez vu que c'était pas le bon chien au départ. C'était un sosie. Ah ouais, c'était pas le bon chien qu'on a vu à la télé, c'est un autre. Plus beau. Non. Eh oui, enfin, je sais pas si c'est vrai ça. Vous croyez que c'est parce que l'autre était plus beau? L'autre était plus télégénique. C'est ce qu'aurait dit Bernadette. Ouais. Alors, vous vous rendez compte si Chirac avait fait la même chose avec sa femme, il en avait changé? Ça se trouve, Sarkozy sort avec un boudin en fait. Et le chien qui a servi d'accessoire à la télé, il a été remis à la SPA. Mais quelle horreur pour le vrai chien qui était chez lui le dimanche devant la télé. Il voit son maître avec un autre chien, mais c'est horrible. Attends, et la famille du chien? La honte aussi. La honte. Parce qu'il avait prévenu tout le monde. Il avait dit, regardez, on va m'offrir au président et tout. Toute la famille du chien regardait et puis c'est pas lui. Sumette, il l'a appelé le président Chirac. Fumette? Non, Sumette. Mais non, c'était en E. Oui, mais il s'en fout. Le président Chirac, il est comme ça. Ça a beau être une année en E. Mais effectivement, Michel Drucker lui avait conseillé de l'appeler Élysée ou Édouard. Ouais. Et puis finalement, le président de la République a dit, on avait un chien mâle, on l'a appelé Sumo. Là, c'est une femelle, on va l'appeler Sumette. Mais il pense que c'est en E tout de même parce qu'il a dit Sumette. Qu'est-ce qu'on a offert au président Chirac pour ses 77 ans? Alors, mais qui lui a offert ce cadeau? J'ai dit déjà ça. Ses collaborateurs. Vous ne m'écoutez plus, Joujou. C'est quoi? Il y a quelques années, vous buviez mes paroles. Maintenant, vous n'en avez plus que pour Alessandra Sublet. Alors évidemment, je suis très jaloux, vous comprenez. Depuis qu'il fait de la télé, change de bord. Il répond plus, hein. T'as pas vu, il y avait l'autre, le mec qui a fait les statistiques sur les réponses. Je sais pas combien de réponses de plus que lui. Il répond plus. Ah oui, Joujou, c'est fini. C'est bizarre, moi, le rapport, là. Enfin, je m'inquiète un petit peu pour vous deux, quoi. vous voulez dire qu'il a pris la grosse tête? Non, c'est pas ça. Parce qu'avec son petit corps, il va perdre l'équilibre. Ça fait une montgolfière. Bon alors, qu'est-ce qu'ils ont offert ces collaborateurs au président Chirac? Ses collaborateurs. C'est un truc pour lui-même ou pour il le peut chien? faire partager ça. Ah, même le chien. C'est pas une laisse ou un os? Non, ou un mais truc. peut-être que je le connais. Moi, mon chien, par exemple, il serait très heureux aussi avec ce cadeau. Un sonotone? Mon chien n'est pas sourd. Un sextoy? Je lui dis chien, il répond pas. Forcément, je dis pas chien, moi, mon chien. Hein? Est-ce qu'on dit un chien? Et il lui parle normalement à son chien. Voilà. Hein? Je dis, hey, Marcel.
On n'est pas pédé. Va à ta place. Un chien. Bah évidemment, si vous dites chien, moi chien. On n'est pas pédé. Mon toutou. Alors mon chien il serait très heureux et je suis sûr que Sumette sera très heureuse aussi de ce cadeau. Le président peut en faire profiter toute sa famille. Parce tête de veau. Ça peut durer plusieurs... Ah non, pas une tête de veau. Ça se mange? Mais ça se mange. Ah, ça se mange, voilà. C'est des conserves? Non, pas des conserves. Non, un chien avec une conserve, il fait pas grand-chose. Attendez, on leur ouvre ça tous les jours. Ah oui, chien. si on lui ouvre, évidemment, oui. Évidemment. Quoi, quand vous partez en vacances, vous laissez pas tout de même un ouvre-boîte avec des boîtes à votre chien? Moi, mon chien ouvre les boîtes lui-même, monsieur. Du surgelé pour l'habituer à la nourriture de la prison? Des oranges. Non, c'est plutôt un produit naturel, un produit frais, c'est pas le mot, parce que... mais en tout cas, c'est quelque chose que... Moi, j'en ai eu une... Isabelle Alonso m'en a offert un une fois. Bien, c'est un arbre. Parce Un que ça bonsaï. va faire plaisir au président, à sa famille, parce que ça va donner des fruits et dont il pourra nourrir toute sa famille. Et le chien peut au pisser chien pour dessus. pisser dessus. Voilà, exactement. Non. Non, ça c'est un indice que je vous donne. Isabelle Alonso m'en a offert un une fois. Une paella? Non. Mais on se rapproche. Un jambon patanera. Du chorizo. Un jambon d'Espagne. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah oui. C'est bon le jambon d'Espagne. Wow, hein. Ah oui. Très En plus, moi, elle me l'avait offert. Attention, avec le truc, vous savez, attacher le puis comme ça, Oui, sur le truc. Voilà. Et puis la jambe est un peu poilue, comme ça lui rappellera. Ouais, comme Isabelle, quoi. Bravo. Et puis comme ça, on en coupe des lamelles au fur et à mesure. C'est vachement bon. Hein. Bah, vous imaginez la tête de Bernadette avec Chirac et qui rentre de son bureau et qui dit ma chérie, j'ai eu je l'imite beaucoup moins bien que vous, hein, Philippe. Ma chérie, on m'a offert un cadeau au bureau et il revient avec un jambon d'Espagne. Ma chérie, on m'a donné un jambon d'Espagne. Il rigolait, Laurent, tout à l'heure. C'est vachement bien. On m'a donné un jambon d'Espagne. Ah, on a eu au téléphone il y a quelques jours quelqu'un qui finalement a obtenu gain de cause. C'est une bonne nouvelle pour lui, mais de quoi s'agit-il? Dans le Parisien aujourd'hui, on nous annonce qu'un de nos interlocuteurs au téléphone tout récemment, alors là évidemment je me tourne plutôt vers Titoff, Jérémy et Fabrice. C'est pas là, on l'a eu au téléphone. Ouais. Et Ça, donc, il a eu gain de cause. oui, ça se passe dans les Alpes-Maritimes. Le type qui louait des skis? On Comment a eu au ça téléphone un type qui louait des skis. Ah non, oui. non. C'est les profs du rectorat de les Alpes-Maritimes sont d'accord de recorriger la copie de Christian Estrosi du bac. Non, aucun rapport avec ça. Non, c'est un monsieur qu'on a eu au téléphone qui disait qu'il avait manifesté, que... Ah oui, il espérait- pour les chiens, l'accès aux chiens sur une plage pour les chiens. Une plage pour les chiens niçois. Bonne réponse de Titoff. Et alors? Ah mais c'est bien, c'est utile. Et si on peut y mettre des chiens de berger, comme ça ils peuvent surveiller les moutons qu'il n'y a parfois sur la mer. Non, mais il était pas content Oh, parce que ça, les chiens pouvaient Ça, pas tu peux pas comprendre. C'est pas pour cette émission là. Tu peux pas ça, te comprendre, trompes, les boys. Bah, va sur Radio Courtoisie, tu seras bien. là. Vous êtes sur FIP. Vous êtes sur FIP. Les chiens surveillent. Mais non, mais sérieusement, ce monsieur, moi je pensais pas qu'il obtiendrait gain de cause, mais la mairie de Nice finalement a accordé non seulement une plage, mais des petits jardins pour que les chiens puissent se promener sans laisse, avec leur maître à côté quand même, mais sans laisse, qu'ils puissent, comment on dit, s'ébrouer sur la plage. C'est bien, ils vont chier partout, il y a même plus besoin de l'Erika pour avoir des marées noires, quoi. Là, on sera- Non, parce que quand même, il aurait évidemment scrupuleusement demandé aux propriétaires de respecter les règles de sécurité et d'hygiène et de leurs chiens libres. Et c'est vrai que ça existait à Cannes, mais pas à Nice. Donc Nice a désormais sa plage pour chiens. C'est une plage naturiste en fait, puisqu'ils vont être tous à poil. C'est vrai. pour Gueuluc, celle-là. Non mais c'est vrai, c'est sympa de pouvoir aller se balader sur son chien, sur sa plage, Sur son chien, voilà. avec Mais c'est surtout sympa sur les autres plages qu'il n'y ait plus de chiens. oui, Je vais vous dire. Ah oui. c'est vrai. Qu'on les regroupe. Exactement. C'est dans le coin là qu'il y a eu les personnes qui gardaient les chiottes qui ont trouvé un appartement. Vous avez entendu parler de ça hier? Ah oui, oui, C'était dans exactement. l'information. Il y avait des malheureux qui étaient obligés d'habiter dans les toilettes. C'était à Nice ou à C'est côté? le couple de sexagénaires qui habitait dans les toilettes. Oui, Ah bon? exactement. Oui. Et Ils dormaient comment? Ils faisaient chambre à part, un dans les toilettes hommes, l'autre dans les toilettes dames. Et on leur a trouvé un logement maintenant. Enfin, je Ils crois. étaient à Menton, mais je sais pas combien de temps ils étaient restés. Il paraît qu'ils ont trouvé un super appartement, mais il n'y a pas les toilettes. Bah non, mais ils ont fait pendant 6 mois, ils ont eu le temps de faire tout ce qu'il fallait. Hein. Sinon, c'est affreux. Vous imaginez vivre pendant 6 mois dans des toilettes, c'est quand même terrible. Oui, mais au moins il y a un logement pour 2 qui se libère. Oui, mais enfin quand même, vous voyez vivre dans vos toilettes pendant 6 mois, hein. Ça m'est arrivé une année où j'ai été bien constipé, mais
La guerre des chiens, en tout cas, n'aura pas lieu à Nice. Ils ont leur plage. Tout se résout, vous voyez, finalement. Ce qui est bien, c'est que les aveugles pourront aller à la plage aussi maintenant. Pourquoi? Avec leurs chiens. Ah bah oui, ça c'est vrai. Ah bah vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. Les aveugles ne pouvaient pas aller à la plage avec leur chien. Et remarquez, on nage rarement avec son labrador. Quoique si, moi je nage avec mon chien, mon labrador. Qu'est-ce qui se passe, Gaspard? J'essaie d'imaginer comme c'est un labrador, c'est aussi un chien d'aveugle. Si par exemple le maître, l'aveugle et le chien veulent aller se baigner, oui. Comment est-ce qu'il nage à côté? Est-ce qu'il tire le chien? Comment il lui montre la direction? Bah, c'est une sorte de ski nautique. C'est comme du ski. C'est comme ça. Ouais. Non, mais ça se fait vraiment. Non, bah, c'est vrai, parce que s'il nage d'un bras, tu as pensé ça aux gens qui n'ont qu'un bras et qui veulent nager la brasse. Un bras aveugle. Il y a un moment, il faut s'arrêter aussi. Attends. Bah, oui, il doit y avoir des manchots aveugles. Bon, mais... Ça doit exister. Ah, bah, peut-être même qu'on en verra demain soir au Téléthon. En tout cas, on verra pas de chien de berger. Je rappelle qu'il faut donner pour le Téléthon. Oui. Vous, pas nous, mais vous pouvez. Au 36-37. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Mais pour l'instant, c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, c'est très simple, vous appelez le 3921 ou vous allez sur le site www.europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, bah t'es con. Qu'est-ce que des chercheurs de l'université de Los Angeles ont démontré via une expérience que vous allez tenter de deviner, en tout cas qui pourrait soulager la douleur des uns et des autres? C'est manifestement prouvé grâce à leur expérience. Qu'est-ce qui soulage de la douleur? Une balle dans la tête? Non. L'ablation des nerfs. Et d'ailleurs, leur enquête a été publiée par Psychologie Science. Ce sont des scientifiques qui ont fait l'expérience sur 28 étudiantes. Une émission de Jean-Luc Delarue? Ils ont ouvert Ils ont ouvert des espèces de bars, pharmacies où le cannabis est autorisé. Non. Ça fait longtemps. Ils ont pris 28 étudiantes. Ils ont encore 28. Ah, que des filles, c'est important ça. Ils ont remarqué qu'on souffre moins quand on n'est pas malade. Non, c'est souffrir à la douleur. C'est-à-dire que, je vais vous dire, une bonne partie de l'expérience, ils ont pris 28 étudiantes, et là, on leur piquait, on leur piquait la main, on leur faisait mal à la main avec un tournevis, par exemple. Et il y en a certaines. Ça se passe en Corée du Nord. Non, c'est à Los Angeles. Il y en a certaines qui avaient moins mal que d'autres. Quand elles regardaient un truc. Celles qui retiraient la main assez vite avant le tournevis. Il y en a certaines qui ressentaient moins la douleur en écoutant de la musique. Pas la musique. C'est sexuel. De l'humour. Elle n'écoutait rien. Elle regardait quelque chose. Une émission de télé. Non. Elle regardait la photo d'Obama. Non, pas d'Obama. C'est une photo? Oui. De leur mari. Voilà, elle regardait la photo de leur compagnon, de leur amoureux ou de leur mari. Bonne réponse de Titoff. La douleur physique peut être réduite par la simple contemplation d'une photo de votre petit ami. Ah non, mais ça va même plus loin que ça, l'expérience. C'est même pas la photo, je vous ai finalement donné... L'odeur. Vous n'avez pas la bonne réponse. Ah bon? Non. Merde. Donc c'est une vidéo du mari ou... Non. Le son. Si, c'est le mari qui tient le tournevis. Elles osent pas se plaindre. Pas ça. Ils ont fait plusieurs expériences. Avec la photo, déjà, les filles ont moins mal. Ouais. Mais il y a une expérience qui va encore plus loin. Pourquoi où elles ont plus mal du tout. Juste une précision. Oui. Pourquoi ont-ils pris exactement le même nombre de filles, 28, que de ministres qui vont se réunir sur l'Everest? Il y a un lien? Il n'y a aucun lien. D'accord. Je sais pas moi. C'est pas les femmes des ministres? Non. Non, parce que alors je vais vous aider. Bon. Leurs compagnons étaient là. D'accord. Le jour de l'expérience. Ils ont laissé faire ça. Quand ils leur tiennent la main. Quand ils leur tiennent la main, ils leur tiennent l'autre main. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est génial quand même. C'est pour ça que pour l'accouchement. Pardon? Pour l'accouchement, c'est pour ça qu'on demande toujours au conjoint. Mais oui, quand on est en train de mourir ou de s'endormir, on aime bien toucher. T'as moins mal quand tu meurs. Ouais, d'accord. Moi, j'ai adoré ça quand j'étais en train de mourir. Non, mais on a besoin de la présence de quelqu'un. Moi, j'aime bien, voilà. Raconte-nous la dernière fois que tu es mort, oui. Je vous donne le détail quand même de l'expérience. C'est intéressant. C'est Libé qui racontait ça. Les cobayes ont été priés de glisser leur bras droit, les jeunes filles, donc derrière un rideau opaque, pour qu'on leur applique sur la peau un dispositif délivrant des impulsions thermiques d'intensité variable. En clair, des brûlures. Voilà, on les brûlait, on leur brûlait la main. Alors après chaque impulsion voilà, on leur demandait de noter la douleur sur une échelle de 1 à 10. Ce qu'elles ont fait, les filles. Ensuite, on a recommencé l'expérience, mais cette fois de l'autre côté du rideau, on avait installé leur partenaire
partenaire affectif, on appelle ça. C'est pas forcément leur mari, c'est leur partenaire affectif. C'est mieux quand même. Il a été constaté que la sensation de douleur était atténuée quand c'était le petit ami qui tenait la main de la jeune femme plutôt que n'importe quelle autre personne. Parce que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un inconnu qui vous tient la main, ça vous rendra pas la douleur plus... Mais c'est supportable. Et c'est avec les budgets du Téléthon qu'on fait des recherches comme ça. Je comprends que Pierre Berger s'énerve. Quels sont les malades qui imaginent de faire des expériences comme ça? Est-ce que vous avez bien compris, Philippe? Par exemple, je mets ma main derrière le rideau. Bon, attends, on va le faire. Est-ce que quelqu'un a un briquet dans l'assistant? Si c'est Joujou qui me tient la main, ça me fait moins mal. Ouais. Si c'est vous qui me tenez la main, j'ai toujours aussi mal. C'est ça que l'expérience montre. Alors que vous savez pas. Je ne vois pas une expérience comme ça pour montrer que Joujou couche avec vous, tout de même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas Joujou. Je ne vous vois pas. Je ne sais pas qui me tient la main de l'autre côté. Et est-ce que c'est obligé que ça soit la main à travers le rideau? Ça peut être autre chose. Mieux qu'un antalgique, la photo de l'être aimé, c'est ce qui vous rendra la douleur plus supportable. Voilà le bilan de cette expérience que racontait Libération. Alors voilà, il va y avoir une application immédiate à Guantanamo. On ne va plus torturer les gens d'Al-Qaïda directement. Parce qu'Obama a été élu, maintenant, on le fera uniquement quand leur fiancé leur tiendra. Pour les matchs de boxe aussi, ils devraient faire ça, les boxeurs. Ils viennent avec leur femme, tu vois. Main dans la main avec leur femme. Bien sûr, pendant qu'ils se prennent une droite, puis tiens, merci bébé. Il y a un truc où on peut pas le faire, c'est sur la chaise électrique. Parce que la copine, elle prend du jus. Vous êtes bien sur Europe 1, nous sommes tous ensemble avec Laurent Ruquier, avec ses complices de ce vendredi. Si on va se gêner, vous le savez, on continue à s'amuser avec les questions sur l'actualité. C'est parti pour une nouvelle question. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit « Je ne suis pas une pom-pom girl » de Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, ça c'est... Je ne suis pas une pom-pom girl de DSK. Aubry peut-être. Ouais. Pas Martine Aubry. Ségolène Royal? Non plus. Laurent Fabius a dit. Laurent Fabius. Bonne réponse de Gaspard Proust. Et oui, évidemment, vous avez tous plongé en pensant que c'était une femme, mais c'est un homme qui a dit « Je ne suis pas une pom-pom girl de DSK ». C'est bien Laurent Fabius, c'était sur Canal+. Vous avez vu d'ailleurs que Dominique Strauss-Kahn, dans Le Point, cette semaine, on nous le raconte, a mis en garde le président de la République, Nicolas Sarkozy, parce qu'il pense que ça vient de lui, les rumeurs sur sa vie sexuelle. Ce qui est marrant, c'est qu'il lui a dit aux toilettes, si tu veux. Ah oui, c'est aux toilettes? Ouais, c'était dans les toilettes à Pittsburgh pendant... Ah, je savais pas que c'était dans les toilettes. Ah oui, pendant que DSK a soulevé Sarkozy pour qu'il atteigne la hauteur ça fasse un mannequin pisse. Ou pendant qu'ils se tapaient une meuf tous les deux. Arrête les rumeurs comme quoi je baisse comme ça suffit. Pas à travers la porte des choses, tu sais. Et oui, parce qu'il dit, voilà, ça c'est une campagne d'intox pour m'empêcher d'être candidat à la présidentielle en 2012. On fait courir des bruits comme quoi il y aurait des dossiers sur moi, des photos qui circuleraient. Désormais, il attaquera, il a fait savoir par l'intermédiaire de son avocat que la moindre diffamation à son égard coûterait cher. Il saisirait la justice, ce qui veut dire là, alors pour le coup, ça y est, c'est qu'il est vraiment candidat pour... Ça confirme façon de dire qu'il est candidat. Voilà, ça veut dire qu'il est candidat pour 2012 et qu'il lui reste quoi? Combien d'années pour supprimer toutes ces photos? Ouais. Surtout que bon, c'est que des conneries, moi, à mon avis. Bien sûr, c'est ce que c'est la rumeur. On raconte des trucs. Et puis, c'est pas beau de faire ça, quoi, de ternir l'image de quelqu'un comme ça, alors que je suis sûr que... Vous, on vous a prêté des liaisons avant que vous soyez mariés, bien sûr. Bien sûr. Cher Titoff, on vous a prêté des liaisons. Oh là! Ouais, c'est vrai, hein. En tout cas, Strauss-Kahn n'a pas démenti, s'il dément les rumeurs, il n'a pas démenti l'information du Point. Ça veut dire que cette histoire de toilette, alors, serait vraie. C'est ça qui, quand même, c'est bizarre quand même qu'ils attendent d'être aux toilettes pour se parler de ça, Strauss-Kahn et... C'est un hasard, peut-être, hein. Ils sont sûrement retrouvés, j'imagine, en même temps aux toilettes, mais ils avaient pas fait, ils se sont pas donné rendez-vous dans les chiottes, j'imagine. Peut-être que Strauss-Kahn a pris une photo du sexe de Sarkozy qu'il fait chanter, maintenant aussi. Vous voulez dire qu'il fait chanter le sexe de Sarkozy? Non mais, qu'est-ce que vous voulez faire aux chiottes? Vous êtes avec le président de la République et l'autre qui est
candidat supposé. Enfin, vous allez pas siffloter au lieu de vous parler. C'est toujours un truc embarrassant, ça. Moi, j'aime jamais aller aux urinoirs. Surtout si tu pisses à côté de moi. Pourquoi? Bah, je suis black. Ah, tu parlais du problème de l'odeur? Toi, t'es du genre à toujours avoir le bout de la bite qui sent un peu la pastille désinfectante. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, c'est La pastille bleue qui est au fond du urinoir. Mais lui, il la prend comme un éléphant prend un sucre aux œufs. Le problème, c'est pas l'odeur. Voilà, tu vois. Et puis il se la met par il se la met dans le cul. T'as voulu faire le malin, ben voilà. Et après il sort en faisant. Les femmes ne connaissent pas nos problèmes, nous les hommes. Hein, on croit qu'il y a qu'elles qui ont des soucis et tout ça. Mais non, nous aussi on a des problèmes quand on va aux toilettes. C'est vrai que c'est toujours un peu dégueulasse. Je vous ai pas raconté l'autre jour à la gare du Nord. Allez-y. Mais je revenais vers Bruxelles et je vais aux toilettes à la gare du Nord. C'était les trucs fermés, c'était pas les urinoirs, c'était les toilettes. Et là, qui il y sont les avait unes un à côté cochard, de il a dit t'arrêtes sur les rumeurs. Et je m'installe et j'entends de la toilette d'à côté quelqu'un qui me dit ça va. Et je dis oui. Et puis il dit tu viens d'arriver? Je dis oui, juste maintenant. Et tout se passe bien? Et je dis oui, je vous remercie. Et puis j'entends le mec à côté qui dit je vais raccrocher parce qu'il y a un connard qui me répond dans la toilette. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Sans femme aujourd'hui, finalement. Hein. On est mieux. Hein. C'est pas bien de dire ça. On fera une émission uniquement avec des femmes bientôt. Ah oui, je viendrai. Pour changer. On va se marrer. Mais Je viendrai, j'adore. Aujourd'hui, sous la main, je n'ai que Joujou, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Gaspard Proust, Titoff, Philippe Alfonsi et Fabrice Eboué. Heureusement, nous avons une candidate pour notre challenge. Ça va mettre un petit aspect féminin à notre émission. Sandra, bonjour. Et là, elle répond, ouais, bonjour. Bonjour Laurent. Ah, voilà, une jolie voix féminine qui nous vient de Boursol. Boursol, c'est dans les Côtes-d'Armor. Voilà, à côté de Dinan et à côté de Saint-Malo aussi. Ouais, entre Dinan et Saint-Malo. Sandra, vous faites quoi dans les Côtes-d'Armor? Je travaille avec mon époux qui est peintre décorateur. Oh, très bien. Vous êtes dans la déco, l'un et l'autre. Vous êtes un peu les Valérie Damido de Boursol. Non, pas vraiment. Ah bon. Pourquoi vous n'aimez pas ce qu'elle fait? Racontez, qu'est-ce qui vous déplaît dans l'émission? Disons que elle met pas vraiment en avant le travail. On n'a pas l'impression que c'est un métier, quoi. Voilà, que c'est un peu facile. Et puis c'est vrai que souvent le soir, c'est l'éclairage à la bougie. Alors les finitions, on les voit pas trop, quoi. Non, puis comme elle est un peu grosse, on voit pas toujours le décor derrière. Enfin. Sandra va mon chat. affronter Joël, qui lui est à Marcillargues. C'est dans l'Hérault. C'est où ça, Marcillargues? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Joël. Bonjour Joël. Marcillargues, c'est entre Nîmes et Montpellier. Parfait, Nîmes-Montpellier. Et vous, Joël, vous avez un métier, un job? Oui, moi je travaille dans un cabinet d'études à Montpellier. Un cabinet d'études Voilà. Sur la politique défécation. culturelle. D'études quoi? Politique culturelle. Politique culturelle, très bien. Voilà. Sandra, Joël, voici la question. Que va faire la famille Bush pendant 7 ans? Que va faire la famille Bush pendant 7 ans? S'excuser? Pardon? S'excuser? Non. Bien sûr, c'est pas George Bush, c'est une autre famille qui s'appelle Bush. Bravo, Joujou. Heureusement qu'il est là, le Joujou. Je le connais par cœur. Ouais. Sandra et Joël, vous avez... attention, les 5 secondes d'avance, là, sont déjà passées. C'est en France? C'est en France, la famille Bush? Alors, la famille Bush va faire quelque chose pendant 7 ans, pas seulement en France. Laurent, excusez-nous, pour les gens qui nous suivent sur Internet, il y a Philippe Alfonsi qui vient de renverser son café sur les notes qu'il avait préparées pour nous faire sa formidable séquence de tout à l'heure. Et je pense qu'il va devoir faire tout de mémoire. Non, mais c'est pas qu'il a renversé un peu de café. Il a renversé le thermos entier. C'est un peu comme si tu prends un pain au chocolat, que tu le trempes dans le café, tu sais. C'est une bonne nouvelle, il n'y aura pas de mort cette semaine. Ou alors un noyé. En plus, ce qui est terrible, c'est que si Philippe fait sa chronique, tu peux rentrer chez toi, parce que t'as rien à dire d'autre. Merci. Joël, Sandra, vous êtes toujours là? Ouais, on est toujours là, mais c'est difficile, ça. Pendant Je ce sais temps-là, pas. Ils vont faire le tour du monde, non? Alors comment, Je l'ai Sandra? dit, ça. Comment? À vélo?
Non. Non, en montgolfière? Non. À la nage? Non. En Non. éolienne. En marche arrière? Non. À pied, à vache, sur une vache. je Sur sais une pas, vache, le tour du monde à vache, oui. Oui. Non, tout simplement, Sandra. En courant? Non. En marchant? En voiture? En voiture. Non, comment on fait le tour du monde, Sandra? En rampant? En moto. En sifflant, non. sifflant, Sandra, en sifflant. En sifflant. En 7 ans? En chantant. À cloche-pied? Non mais Olivier de Kersauzon, quand il fait un tour du monde, il le fait en... En bateau. En bateau. Bonne réponse de Joël. Bon alors là, Sandra, hein. On a tout essayé, hein, franchement, pour vous faire gagner, là. D'autant que Fabrice Eboué avait déjà dit tour du monde avant vous. Fallait au moins dire bateau. Ah bah oui. Il fallait au moins dire bateau. Et là, c'est Joël qui a dit bateau. Ben oui, en bateau, tout bêtement. La famille Bush, c'est une famille. Alors, c'est pas évidemment les Bush américains. C'est la famille Bush, comme une Bush. B-O-U-C-H-E. Et d'ailleurs, peut-être on aura Monsieur Bush tout à l'heure. Laurent, au téléphone. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette information? Est-ce que c'est juste l'homonymie avec l'ancien président? Parce Oui, que ça cette déjà. information n'a aucun intérêt. Pas du tout. Bah, on va voir Monsieur Pascal Bush au téléphone tout à l'heure, qui est avec son épouse Ivan et leurs 3 enfants. C'est quand même. Il faut du lest, c'est normal. Et puis pour pêcher le requin, il faut des appâts. Partir pendant 7 ans avec toute sa famille en bateau, c'est pas si évident. Vous le feriez, vous, Gueuluc? Est-ce que vous le feriez? Faites votre malin là. Mais la famille Bush a décidé de prendre le large pour 7 ans, et grâce à la famille Bush, Joël, vous gagnez un appareil photo numérique Fujifilm, le F70 de la gamme Fine Pix, avec son zoom qui grossit 10 fois, son objectif super grand angle, son écran qui occupe tout l'arrière de l'appareil. Et en plus, il est tout petit pour glisser facilement dans votre poche. C'est le F70 de Fujifilm. C'est le meilleur. Et Sandra, qu'est-ce qu'elle gagne, Sandra? Sandra, vous savez ce que vous gagnez? Je suis sûre que j'ai gagné plein de chocolat. Voilà, un ballotin de chocolat et de truffes Jeff de Bruges, car Philippe Jambon est très généreux. Merci à vous deux. C'est toujours On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Nous avons Monsieur Bush au téléphone. Hi, how do you do? Bush de Lorient et pas Bush de Washington. Monsieur Bush, vous allez répondre aux attaques odieuses de Philippe Gueuluc qui dit mais alors quel intérêt, c'est pas les premiers à le faire. Non, certes vous n'êtes pas les premiers. Non, il y a eu le célèbre docteur, je sais plus comment, qui a revenu sans sa famille. Ah bah oui, mais enfin, écoutez, vous c'est pas pour les mêmes raisons. Venant d'un compatriote, vous êtes belge? D'origine, bah ouais, je me soigne pourtant, mais bon. Pourquoi vous partez avec toute votre petite famille pendant 7 ans? Ça, c'est quand même une expérience étonnante. Pourquoi vous décidez de quitter Lorient, puisque je crois que vous allez partir de Lorient, avec vos 3 enfants et votre épouse? Bien, en fait, c'est parti d'un rêve, bien sûr, le rêve de faire le tour du monde. Donc, comme disait Philippe Gueuluc, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Mais si j'ai un message à passer à tous les enfants qui nous écoutent, les petits et les grands, c'est que bien, on a tous un rêve. Très peu, malheureusement, le réalisent. Aussi, c'est toujours d'avoir au moins 1 ou 2 rêves d'avance, et surtout d'en réaliser au moins 1 avant de quitter cette planète, quoi. Et partir à la découverte des autres cultures, évidemment. Oui. C'est bien parce que moi, franchement, ça rejoint un de mes rêves, c'est que quelqu'un d'autre parte faire le tour du monde, quoi. Mais vous trouvez pas que faire le tour du monde, c'est un peu tourner en rond? Si. Mais c'est pour ça qu'on met même 7 ans, donc on veut tourner en rond, mais lentement. À un moment donné, je voulais m'attaquer à un nouveau record qui était le tour du monde le plus long. Mais ça, on m'a dit que c'était pas réalisable. Vous avez prévu 60 escales, en fait, hein? Oui, c'est ça, 60 escales de 1 à 3 mois. Donc en fait, c'est un peu particulier par rapport aux autres tours du monde. C'est au lieu d'aller à la rencontre de la nature, des plages idylliques sans personne, nous on va vraiment aller à la rencontre du monde. Donc on va aller 1 à 3 mois dans les grandes escales, donc dans des capitales, pour que nos enfants rencontrent d'autres enfants et qu'à travers leur regard, on puisse voir un peu ce qui se passe sur la planète. Votre trimaran a un drôle de nom, là. Ça veut dire quoi? Quetzalcoatl? Quetzalcoatl, oui. Quetzalcoatl, c'est le dieu aztèque. le dieu aztèque. C'est le dieu aztèque. C'est ça. Voilà, c'est le serpent à plumes, mais en fait, c'était le dieu de la sagesse et de la culture. Ah, j'ignorais. C'est le dieu de la noyade aussi, je crois. Votre première escale, ce sera en Amazonie, c'est bien ça? Oui. Vous n'allez pas leur porter la poisse, Fabrice Eboué, vous vous rendez compte quand même. Et ils partent quand même avec des enfants de 7 ans, 5 ans et 2 ans. Et un chat. Et un chat, le chat Bottine. Voilà. Ça, oui. Et une mascotte aussi en peluche. Hein. Oui, le chat. Il y aura des livres qui vont être faits pour les enfants de 7 à 10 ans, en fait, avec cette mascotte, pour expliquer les traditions, les cultures et surtout les différentes religions, pour montrer qu'en fait, on vient tous du même endroit. C'est un beau projet, je trouve. Et le chat, c'est au cas où Il y en a beaucoup qui nous demandaient, c'est en cas de ration de survie. Non. Et vous avez vendu tous vos biens pour acheter ce trimaran? Oui.
tous nos biens, notre atelier. Enfin, j'étais dans l'informatique, donc on avait un bel atelier à Saint-Germain-en-Laye. On avait plusieurs voitures, on a tout vendu. Vous partez avec combien d'argent liquide avec vous? Alors, si c'est pas indiscret. Zéro, ce sera en banque, mais en fait, un budget pour faire un tour du monde, parce que moi, ça fait des années que je me pose la question, mais je savais pas combien ça coûtait. Il faut compter entre 300 et 500 000 euros pour faire un tour du monde. Et vous avez prévu de longer la Somalie à un moment donné ou pas? Non, mais dans 5 ans, on doit passer par là, effectivement. Donc, j'espère que d'ici là, on aura résolu pas mal de problèmes. Puisque vous partez 7 ans, parce que ce que je trouve sympa, je sais pas moi, tous les 2 mois, ce serait qu'on vous appelle pour savoir où vous en êtes. Si mais volontiers. On cherche un diffuseur pour des documentaires qu'on fait avec une société de production. Donc, si il y a le film Titanic qui sponsorise, je crois. Et puis Olivier de Kersauzon qui est là avec nous de temps en temps pourra vous donner des conseils en plus. C'est ça. Et puis vous pourrez y passer un accord avec Atoll. Non. Je porte des lunettes, mais quand même, non. Et puis si vous rencontrez des problèmes, dites à votre femme de vous tenir la main. Il paraît que c'est moins douloureux. Franchement, j'aurais eu des parents qui m'auraient proposé. Enfin, d'ailleurs, vous leur avez pas proposé aux enfants, ils ont pas eu de choix, j'imagine. Vous leur en avez parlé ou pas? Oui, bien sûr. Quand même. Oui, là, ils aspirent en fait. Et ce qu'ils comprennent pas, c'est pourquoi on soit pas déjà parti. Ah oui. Attendez, dans le monde des grands, ça prend un peu plus de temps que dans le monde des enfants. Moi, j'aurais adoré que mes parents me fassent faire un tour du monde pendant 7 ans. Non, pas vous. J'aime bien. Parce que depuis le début, il y a le prétexte des enfants. On va faire ça pour les enfants. Je crois que le gamin de 2 ans, il a demandé à faire le tour du monde. Monsieur veut se la couler douce, il prend le prétexte des enfants. C'est un peu facile. Justement, je me demandais, l'aîné, il a 7 ans, c'est ça? Ouais. C'est ça. Elle a 7 ans aussi. Elle a 7 ans. D'accord. Donc vous la tapez en pleine crise d'adolescence sur l'océan. C'est génial. On vous souhaite en tout cas un bon voyage et on prendra des nouvelles une fois que vous serez parti, un mois après votre départ, d'accord? Courant janvier, on vous appelle, Monsieur Bush. Très bien. Un très grand merci, Laurent. Have a good trip, Mr. Bush. Bye bye. Bye bye, George. Bye bye. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien. On retourne du côté du studio Merlin retrouver Laurent Ruquier et ses complices du jour, dont Philippe Alfonsi qui a un léger problème. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, Philippe Alfonsi, pour le disparu de la semaine? Je suis un peu dans le café. Mais non, tu peux nous raconter. Dans le café, là. Raconte-nous la vie de Jacques Vabre. Comment est mort El Gringo? Vous vouliez nous parler de Jacques Baratier. Bah oui, on peut en dire 2 mots quand même. 91 ans, cinéaste, primé au Festival de Cannes en 58 pour un film avec Omar Sharif que je ne connais pas. Ce film, Goa. Bon, alors, écoutez, Baratier, je vais essayer de vous le faire de mémoire. Alors ça va être génial. 28 films. 28 films, alors une brassée de prix, mais invraisemblable, dont justement le prix à Cannes en 58, et un succès dans toute une vie, 91 ans c'est pas mal, hein, un succès commercial, un seul, Dragées au poivre. Ah oui, mais je vous en parlais tout à l'heure. C'est un film à sketch avec Guy Bedos. Bon. C'était un type timide, un peu bizarre, un peu curieux. Henri Janson disait de lui, il a l'œil inquiétant et le côté fou-froid Buster Keaton. Bon, c'est le type un peu bizarre, etc. Étrangement, ce garçon voulait se destiner à la littérature et à la peinture. C'était un grand copain pas de n'importe qui, hein, de Saint John Perse, le poète, de Saint-Exupéry, de Colette, etc., Giraudoux même, bon. Et puis, tout d'un coup, il est tombé sur le cinéma par hasard en traversant le Sahara, ce qui est assez original quand même. Il y avait un tournage, là. Et alors, il a commencé par porter les bobines à Alger pour les faire développer. Puis, il a été embauché par le réalisateur pour devenir assistant. Puis, il a plus jamais quitté le métier. Voilà. Comment ça a commencé pour lui? Et là, il a commencé par faire des courts-métrages, dont un qui s'appelait Désordre en 49, qu'il a tourné avec Boris Vian et Juliette Gréco, sur toute la faune de Saint-Germain-des-Prés, dont il faisait partie d'ailleurs. Bon. Et puis, il a un autre, qui a vraiment, alors là, fait le tour du monde, qui s'appelait Paris la nuit, et qui a eu le prix, l'Ours d'Or à Berlin, qui a eu le prix Louis Deluc, etc. Et puis alors, son premier long-métrage dont vous parliez tout à l'heure, c'était un film qui s'appelait Goa le solitaire, et qui a fait un bide, mais alors magistral, en salle, alors qu'il a eu le prix à Cannes, il a été encensé par tous les critiques, et notamment par tous les gens de la nouvelle vague dont il ne faisait pas d'ailleurs partie, il faisait pas partie de la bande, hein. Truffaut l'a encensé, Godard, qui était plutôt avare de compliments, lui a dit votre film me fait penser à l'Albatros de Baudelaire, s'il vous plaît. Bon. Et puis boum, le bide total. Petite consolation pour Monsieur Baratier. Il a fait découvrir grâce à ce film, il a découvert et a fait connaître grâce à ce film Omar Sharif. deux jeunes acteurs pas connus du tout, un certain Omar Sharif et une autre, Claudia Cardinal, qui avait 16 ans.
Donc de beaux succès par la suite. Bon, grâce à lui, parce que c'est lui qui les a lancés. Engagés. Voilà donc la carrière de ce type. Est-ce que étrange. c'est son fils ou son petit-fils, le Baratier, qui a fait les choristes? Ah, ça je sais pas du tout. Parce que c'est Baratier le nom du réalisateur des choristes, si ma mémoire est bonne. Non, mais On va c'est vérifier. juste sous le café, là, on pourra pas te dire. Non, c'est même pas sur le café, je l'avais pas ça. Voilà. Donc voilà donc la carrière de ce garçon curieux qui n'a par ailleurs jamais fait d'autres succès. Il laisse derrière lui, si vous voulez, des perles pour cinéphiles, ça c'est clair. Les dragées au poivre, donc, entre autres. Et dragées au poivre. Alors dragées au poivre, juste une petite anecdote sur dragées au poivre. Il y avait en dehors de Bedos, qui était le rôle principal, il y a eu une brochette de comédiens invraisemblables. Mais formidable, hein, ça allait de Francis Blanche à Alexandra Stewart, Simone Signoret, etc. On n'en fait plus des films à sketch d'ailleurs, comme à cette Ils époque. sont tous venus tourner gratuitement. Parce qu'ils adoraient Baratier. Baratier était adoré par tous les comédiens. Et ils n'ont pas eu à le regretter parce que ça a été un très gros succès. Hommage à Jacques Baratier, finalement c'est pas mal sans les notes. Bah ouais. 91 ans, il est décédé cette semaine. Il y a eu aussi une disparition, donc peut-être Philippe Gueluc pourrait nous parler, parce que moi je ne le connais pas, mais Philippe, votre immense culture va faire que vous allez me dire qui est le prince Alexandre de Belgique, demi-frère cadet du roi Albert II, décédé à l'âge de 67 ans. Alors en Belgique, le roi Léopold III, qui régnait pendant la Deuxième Guerre mondiale, a dû abdiquer après la guerre, dans le début des années 50. Et là, c'était la reine s'appelait la reine Astrid et a eu 3 enfants, Baudouin, Albert et Joséphine. Et lorsqu'il s'est remarié ensuite, le roi, avec une roturière, il a eu des enfants, dont le prince Alexandre, dont j'ignorais qu'il avait disparu. Nous allons lancer les recherches pour le retrouver. Pardon de vous avoir annoncé la disparition du demi-frère du roi. Mais ça m'est complètement équilatéral. putain. mais je suis triste pour la famille, si vous voulez. Mais moi, personnellement, je ne... C'est le renseignement, en tout cas, Christophe Baratier, qui est bien le réalisateur des choristes. Des choristes. Et alors, c'est son fils? C'est pas du tout. Non, parce que ça s'écrit pas pareil. C'est avec 2 R, alors que Jacques Baratier, c'était avec un R, et Christophe Baratier, lui, il a réalisé effectivement les choristes, mais aussi tout récemment Faubourg 36, toujours avec Gérard Jugnot. Voilà pour les disparus de la semaine. Le demi-frère de Léopold, c'est ça? Le demi-frère du roi régnant, le demi-frère d'Albert II. Je connais un Christian Maratier, mais il est architecte. Dans un instant, Serge Liado. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui, vendredi, Serge? Salut Serge. Eh bien, Serge. Ouais. Il est là, hein. Ouais, je sais bien. Salut, tu vas bien, petit? Il est là. Il t'attend aujourd'hui, hein. Fabrice Eboué, Il déguise. le killer de Serge Liado. Pourquoi il déguise. Il adore. Je suis pas au courant. Il est Tu là. l'aimes pas? Si, j'adore. Mais si tu veux, on lui dit bonjour pendant plusieurs minutes et comme ça, il fait pas sa séquence. Sinon, Ça va, Serge? Sinon, j'ai le paquet de chocolat. Tu peux sortir si tu veux. C'est vrai, oui. Mais nos auditeurs, eux, aiment la séquence de Serge Liado, Fabrice Mais Eboué. moi aussi, j'adore ça. Qu'est-ce que vous avez préparé, Serge? Bon, une petite chanson d'actu. Alors c'est pour ça que Fabrice peut sortir s'il veut, parce que c'est vrai que je vais chanter, mais j'ai pas pris la guitare. Hein. J'ai pris mes musiciens. C'est bien habituels. ça. Je m'intéresse à Rachida. Ils sont salauds. Qui veut Non, un Xanax? C'est pas cher les boules de pièces, Fabrice. Rachida Dati. Rachida Dati qui veut refroidir la Terre. Elle veut refroidir la Terre de 2 degrés. Elle est persuadée qu'au sommet de Copenhague, c'est ce qu'on va faire, refroidir la Terre de 2 degrés. Elle est un petit peu décalée. C'est pas du tout ça le but du sommet de Copenhague. Excusez-moi, comment est-ce on mesure la température globale de la Terre? Est-ce qu'on doit mettre un immense thermomètre Ouais, autour du monde pour voir? C'est où, en fait, On envoie une vieille taupe à Copenhague. Enfin voilà, elle veut souffler le chaud et le froid. Je me suis dit que ça méritait une petite chanson à la manière de l'affaire Louis Trio. Madame Dati, l'européenne, veut refroidir la terre de 2 degrés. Pour les conneries, jamais en peine, Au moins avec elle, on n'est pas déçus. Chaude planète, soufflant dessus, oh oh oh. Il faut y mettre des glaçons dessus, oh oh oh. Et une casquette pour pas qu'elle sue. Toutes les gazettes lui tombent dessus, oh oh oh. Car dans sa petite tête, elle a pondu, oh oh oh. Une petite boulette, juste une bévue.
bof, une de moins ou de plus. Vous allez pouvoir faire la tournée des années 80. Qu'est-ce qu'ils sont cons. J'ai de la famille dans le studio là. C'est vrai que c'est la chanson typiquement années 80 là, Serge. Oui, c'est la fin des années 80 déjà. Ah oui, ça c'est la fin. Ça c'est la fin de la chanson. la fin de tout. Mais oui, mais il faut réviser notre patrimoine. Mais c'était bien parce qu'elle était pas longue. Mais c'est fait exprès. Allez, on vous embrasse à lundi. Bon week-end, Serge. Qu'est-ce que les Serbes, les Italiens, les Grecs, les Roumains font plus que nous? En tête, les Serbes. Ensuite, les Roumains, les Grecs et les Italiens font plus que nous. La Manche? Non. Oh là là, c'est loin. À l'Eurovision, ils sont meilleurs que nous à l'Eurovision. Non. C'est un truc débile. Mais c'est vraiment les Serbes qui de loin sont en tête. C'est pas débile. Certains disent que ça peut aider à la débilité, mais en tout cas, c'est pas débile au départ. Ils boivent trop. Ils ne boivent pas trop. C'est Bastonné du Kosovar? Pardon? Bastonné du Kosovar? Non. Les Serbes sont en tête. Derrière eux, vous avez la Macédoine aussi. Ils fument trop. Pardon, non. C'est une consommation de quelque chose. Oui, en quelque sorte. Hygiène. C'est pas lié à l'hygiène. Télévision, Internet? Alors allez-y. Télévision, Internet, ils chattent, ils non, sont pas, sur... pas Internet. Pas Internet, télévision, ils regardent la télé, ils regardent la... Ce sont ceux qui au monde regardent le plus la télévision, ce sont les Serbes. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Faut dire qu'ils ont des bons programmes. Faut dire qu'ils ont la télévision serbe, c'est... Faut dire qu'ils ont la télé que depuis 2 ans aussi, donc les mecs ils sont à fond. Le record d'audience en Serbie, c'est une émission, enfin une série qui s'appelle Solo Gori Baba Sekšleksla. Voilà. Ouais. De quoi s'agit-il? Je peux pas vous dire. C'est un programme de divertissement à 20h15. Plus belle la vie. Les Serbes regardent la télévision 5 heures par jour. Ah oui. Alors que les Français, nous, on regarde 3h45. C'est pas mal quand même. Beaucoup déjà. Les Français écoutent beaucoup la radio aussi. En moyenne. Je vais vous dire 3h45 quand vous pensez qu'il y en a qui regardent pas du tout. Oui. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui regarde 7 heures. Pour avoir la moyenne de 3h45. Je pense qu'il y a peu de gens en Belgique, ils regardent beaucoup, mais c'est éteint souvent. Sont les Serbes, les Macédoniens, les Hongrois, les Roumains, les Grecs, les Croates qui regardent la télé le plus longtemps, 4 heures de télé quotidienne. Les Roumains, ils font comment? Ils regardent les vitrines de vendeurs de télé, peut-être, je sais pas. Mais il y a la roue de la Fortie, il fait moi des sous. Les Italiens sont pas mal, ils regardent la télé un peu plus que nous, presque 4 heures, comme les Anglais, les Portugais. Nous, on est dans une petite moyenne. Alors, ceux qui regardent le moins, à votre avis, la télé, qui c'est? Les Allemands. Non, pas les Allemands. Les Allemands, Soudan. ils sont comme nous dans la moyenne. En Europe ou dans le monde? Anglais. En Europe ou dans le monde. Les Brésiliens. Non, c'est en Afrique. Les Chinois ne regardent la télévision que 2h33 par jour. C'est sûr, quand tu travailles 18 heures par jour. Et en Inde aussi, on ne regarde, alors c'est le record, seulement la télévision que 2h10 par jour en Inde. C'est le début d'un film, en fait. Mais c'est lui qui a raison, c'est simplement parce qu'ils bossent comme des malades. Hein. Vous croyez? Bah bien sûr. Bien sûr, on croyait que c'est pour faire rire, mais c'est censé ce que je dis. Merde. C'est aussi parce qu'ils ont les yeux qui se ferment plus vite, quoi. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Oh là là, vous avez eu du courage parce qu'il est très épais et de nombreuses pages pour le livre de Jean-Michel Guénassia, Le Club des Incorrigibles Optimistes, un roman publié chez Albin Michel, un roman dont on a beaucoup parlé dans la presse, plutôt bien salué, je dois dire, par la critique. En plus, je crois savoir que les lycéens qui décernent chaque année le Goncourt des lycéens ont remis à Jean-Michel Guénassia le prix Goncourt qu'ils remettent chaque année. Et souvent, c'est un bon choix. Parfois même, les lycéens font un meilleur choix que les membres du vrai prix Goncourt. Goncourt des lycéens pour le Club des Incorrigibles Optimistes. Alors, vous l'avez tous lu autour de cette table. Je commence par vous, Philippe Gueluc. Alors, pour être parfaitement honnête avec mes camarades, je serais peut-être le seul à l'être, je n'ai lu que le début. Pourquoi ? Mais parce que vous voyez le truc que je l'ai commencé hier soir. Plus de 700 pages. Plus de 700 pages. C'est là où t'es con parce que moi j'ai lu que la fin, tu vois. Mais me raconte pas la fin. Non, et je vais vous dire, voilà un livre que j'ai vraiment envie de continuer. C'est vers vous que je me tourne, Philippe Alfonsi, c'est vous le plus sérieux. Quand Isabelle Motro n'est pas là le vendredi, ou Stevie qui font très bien leur travail, c'est un peu plus compliqué. Gaspard va nous en parler aussi. Sauf que j'ai vu Philippe Alfonsi commencer à lire, il a renversé un chocolat chaud sur son
chanson vivante. Alors, le club des incorrigibles optimistes, le pitch en 2 mots, alors. Alors, le pitch en 2 mots, c'est en effet un jeune garçon qui assiste à cet enterrement de Sartre et qui a la rogne contre ce vieux Sartre, etc., qui a soutenu les cocos au moment où ça allait très très mal à l'Est, et qui se rappelle qu'il croise à ce jour-là un type qu'il a connu dans les années 50, alors qu'il jouait au flipper dans un bar, qu'il a connu. Il avait 12 ans à cette époque. Qui était un réfugié de l'Est. Bon, il va raconter tout ce qui s'est passé quand il était jeune garçon et qu'il a découvert dans ce bistrot où il a joué au flipper, il y avait une porte étrange, une porte où il y a des types qui s'engouffraient, qui sortaient mystérieusement, et un jour il pousse cette porte et il découvre que de l'autre côté c'est un club d'échecs et qui joue aux échecs toute la journée, et il remarque tout d'un coup qu'il y a Kessel et Sartre qui sont en train de jouer aux échecs l'un contre l'autre et qui ont l'air de se bien se marrer. Et alors comme on lui dit mais c'est pas possible parce que Kessel et Sartre c'est des gens qui se détestent, pas du tout. Bon voilà. Il découvre petit à petit tout ce monde de ces gens qui viennent de l'Est, qui sont tous des réfugiés des pays communistes, et certains sont restés communistes, d'autres sont farouchement anticommunistes, ils s'engueulent comme des malades sans arrêt toute la journée, et ils jouent aux échecs ensemble, et ils ont une solidarité entre eux absolument extraordinaire. Et ce qui est étonnant dans ce bouquin, c'est que le personnage principal du livre apparaît à peu près à la moitié du bouquin, de cet énorme livre. Et c'est le personnage principal qui va nous amener jusqu'à la fin, une magnifique fin. Et c'est bien. Écoutez, moi je suis rentré à reculons dans le bouquin parce que c'est des années que je connais plus que bien, sur fond de guerre d'Algérie. Je me suis dit merde, il va pas me raconter une histoire que je connais par cœur. Il m'a pris par la main, je ne m'ai plus lâché. J'ai trouvé ce bouquin fort. C'est construit comme sont construits les meilleurs films américains, c'est-à-dire avec des histoires à l'intérieur de l'histoire. Des multitudes de personnages. D'ailleurs, il est scénariste, le garçon. Comme une série. Voilà, et comme ça une vous série. surprend Et tu suis les personnages, tu ne les perds jamais. Et c'est formidable. Et ça vous surprend que les lycéens aient choisi ce... Ah non, alors ça, je comprends tout d'un coup, mais c'est formidable. C'est un livre exceptionnel que je recommande vraiment chaleureusement. Prix Goncourt des lycéens, le club des incorrigibles optimistes, chez Albin Michel, signé Jean-Michel Guénassia, recommandé par Philippe Alfonsi et Gaspard Proust peut-être aussi. Donc vous me demandez si j'ai aimé ce livre. Alors comme d'habitude, je vais essayer d'être simple, clair, précis et bienveillant. Me demander si j'aime un livre, c'est me demander si ce livre a correspondu à mes attentes. Il est des hommes qui attendent des femmes, qu'elles se conduisent comme des femmes de ménage douées d'un talent de prostitution, alors que d'autres, plus simples comme moi, leur demandent juste d'être d'accord durant le coït, de se faire appeler maman. Pour moi, un livre, ce n'est pas une intrigue ou un documentaire romancé. Pour moi, un livre, c'est simplement la voix d'un homme, d'un auteur, voix qui, une fois révélée au monde, il nous serait intolérable de perdre. Alors ça se présentait plutôt bien, le livre est beau, il est bien relié, mais hélas, vient ce moment tragique où il faut commencer à tourner les pages. Et là, plutôt que sur un livre, et je rejoins ce qu'a dit Philippe, je suis tombé sur un excellent scénario de feuilleton télé, adapté en format papier. Par contre, je me pose une question sur le prix Goncourt des lycéens. Il faut savoir que le prix Goncourt des lycéens génère des ventes généralement supérieures au Goncourt. Pourquoi ? C'est vrai. Parce que les gens, dans leur profonde bonté et l'estime dans laquelle ils portent la jeunesse, se disent si les lycéens adorent, c'est que cela doit être plus accessible que le Goncourt classique, on prend moins de risques. Quel beau cadeau de Noël idéal, un bien culturel sans effort. Et le triste miracle, effectivement, se produit. C'est qu'ils ont remis ce prix pour la richesse thématique et littéraire, le réalisme de ces personnages et leur proximité. Merci, cher auteur, de nous avoir livré des personnages qui ont la bonne idée de nous ressembler, car de cette façon, on se fait moins chier à vouloir les connaître. Merci, cher auteur, de, à chaque fois que le sujet pouvait devenir un peu plus profond, nous avoir détourné par un effet de scénario, un rebondissement. Bref, merci d'avoir dans les 700 pages de ce livre, à chaque fin de paragraphe, déposé cette petite pute qui tapine en disant « Tourne la page, mon chéri ». En gros, cher auteur, merci d'avoir écrit un livre dont le souci principal est de ne pas nous emmerder. Et alors, je suis allé regarder un peu sur les blogs des lycéens, voir quelles ont été leurs réactions par rapport à ce bouquin. Qu'est-ce qu'on retrouve ? C'est « Vous passerez un bon moment ». C'est agréable à lire, sans temps mort ni effet de style, de bonnes tranches de vie. Donc en gros, pour moi, on a plébiscité ce bouquin parce qu'il était facile. Est-ce qu'on peut faire compliment plus laid à la littérature que ce que j'aime dans le livre, c'est que j'ai eu le sentiment de n'avoir pas eu besoin de le lire. En 1919, le Goncourt a été distribué à quelqu'un d'assez secondaire, nommé Marcel Proust, pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Franchement, je pense qu'il n'aurait jamais eu le Goncourt. Ah, le saboteur. Vas-y. Je pense qu'il n'aurait jamais eu le Goncourt des lycéens parce que À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est tout sauf accessible et facile à lire. Personne ne pourrait dire de ce bouquin se lit d'une traite comme un roman policier ou
de bonnes tranches de vie. En gros, dans la vie de tous les jours, moi je me souviens plus facilement de la fille qu'on a mis une plombe à séduire plutôt que de celle qui a enlevé son string au bout de 3 minutes. Surtout si la première, on a dû la payer. Voilà ce que j'ai à dire de C'est pas un compliment sur le bouquin, hein, dis donc. Hein. Moi, il vient de faire une critique qu'on peut accepter. Moi, je trouve très drôle toutes les critiques qu'il fait. Je l'ai vu démolir des livres avec un plaisir que j'ai partagé. Là, je suis pas du tout d'accord avec son approche parce que, au fond, il démolit le roman populaire. Tu viens de démolir le roman populaire. Ouais. Puis moi, je trouve que comme il parlait pas de nous, moi, j'ai pas écouté, quoi. Et honnêtement, c'est un roman populaire qui parle d'une chose compliquée. Et qui parle d'une chose compliquée qui a été précisément l'engagement politique dans ces années-là, que ça soit en Algérie ou que ça soit justement les pays de l'Est avec ces malheureux qui arrivaient chez nous et qui avaient dû fuir, etc. Bon. Putain, je sais plus quoi faire, moi, là. Pourquoi? Je sais plus si on l'achète ou on l'achète pas, là. Ah non, il faut l'acheter. Non, mais c'est intéressant. Il faut l'acheter, excusez-moi. C'est un bouquin formidable. C'est un bouquin, je trouve très très bien écrit. C'est un bouquin populaire, en effet, facile à lire et qui raconte des choses pas faciles à comprendre. Gaspard, un dernier mot, 30 secondes. C'est un livre très bien si on veut se divertir, c'est parfait. C'est juste que ça ne correspond pas à mes attentes. Et sérieusement, tu l'as lu, c'est pas juste la critique, c'est pas juste un prétexte, c'est pas juste un sketch, tu l'as vraiment lu. Eh ben, alors je suis pas d'accord avec toi non plus. Moi, je trouve que c'est tellement formidable d'avoir un livre dans lequel on rentre comme dans de la crème fraîche. C'est tellement un plaisir de lire des choses populaires et de qualité, de lire facilement, de lire sans. Écoutez, on va vérifier si c'est vraiment facile. On va le donner à Titoff. Hein. Franchement. Le club des incorrigibles optimistes, c'est chez Albin Michel et c'est signé Jean-Michel Guenassia. L'année prochaine, on refait. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Vous êtes bien avec nous à l'écoute d'Europe 1, c'est la suite d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30, vous le savez maintenant. Je voudrais juste vous rappeler d'un petit mot que vous pouvez évidemment assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le standard d'Europe 1, c'est le 3921 en allant sur europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel. Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Oh là, qu'est-ce que je vois? Ma fenêtre s'est ouverte toute seule. Elle est peut-être dans son Est-ce que cabriolet. vous avez eu peur de ce que j'ai dit? Non, pas du tout. Ah bon, ben voilà. C'est exactement le film qui fait ébranler tout le monde. Paranormal Activity. J'ai l'impression effectivement que le film déçoit les Français par rapport aux Américains. Vous, Monique? Il est débile. C'est un couple, mais terriblement ennuyeux. On dirait une infusion. Alors ils sont chez eux, les pauvres, et ça n'a pas coûté cher parce que c'est dans un tout petit appartement. Ils sont chez eux, ils ont très peur d'un homme malfaisant qui en veut à la fille, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, et qui fait des petits bruits, ce monsieur. Et ça marche pas? Ça marche pas du tout, mais c'est pas bien du tout. Et ça me plaît beaucoup que ça marche pas. Enfin, on n'a pas peur, en fait. Mais on n'a pas peur du tout. Quand je dis ça marche pas, je parle pas du nombre d'entrées de spectateurs, j'en sais rien, mais Isabelle n'est pas là pour nous le dire aujourd'hui, mais en revanche, vous dites que ça ne marche pas sur le côté qui fait peur, quoi. Les gens s'emmerdaient, ils partaient. Par rapport à Projet Blair Witch? Oui, je m'en souviens pas. Hein. C'est moins bien que Blair Witch. Bon, Paranormal Activity. Parlez-moi alors plutôt d'Arthur et la vengeance de Malthazar. Alors moi, je suis emballée parce que j'ai gardé, Dieu merci, petit Jésus, mon âme d'enfant. Comme Luc Besson d'ailleurs, il a gardé son âme d'enfant. Il nous fait un cadeau de Noël plein de surprises, de cabrioles, de tendresse et d'humour. C'est rigolo. Il est toujours, Arthur est toujours le même gentil et courageux petit garçon du premier film. Donc ça, c'est réussi. C'est très réussi. Arthur oui. et la vengeance de Malthazar. Un film français maintenant avec Antoine Decaune. On voit pas mal d'affiches dans Paris et j'imagine dans toutes les grandes villes de France. La folle histoire d'amour de Simon Eskenazi. Eh ben, j'adore ce film. Ah oui? Si bien que je me suis cru, ce que je n'ai pas hélas, des racines juives. Je faisais partie de cette famille à la fin du film. C'est vraiment délicieux. Lui, il est extra à nos mots. Il est mignon comme tout, sexy, intelligent. Et il tombe amoureux, mais raide dingue. Et moi aussi, j'en suis tombée amoureuse d'un travesti égyptien joué par Mehdi Didbi. Une révélation
félicitations. Il est aussi beau un homme qu'en femme. C'est vrai qu'il joue très très bien et Judith Magre aussi est Elle est bien, très amusante Judith, dans elle ce est- film. C'est vrai, c'est sensuel, c'est triste, c'est drôle, c'est épatant. Enfin, on s'ennuie un peu quand même. Mais non, mais pas Ça moi. va marcher, sûrement. Non, franchement, là, je Avec vous jure, moi, Antoine je me suis Decaune. bien Si, ennuyé. ça va marcher. Je l'ai Bien vu. entendu. Je l'ai vu, Monique, le film. Je l'ai Eh vu. ben, ça veut rien dire, on n'a pas les mêmes goûts. Ouais, ben, d'habitude, oui. D'habitude, oui. Et là, franchement, là, je me suis un poil emmerdé quand même. Hein. Au moins, pas du tout. Bon, est-ce que vous avez préféré La Sainte Victoire? Ça, c'est marrant parce que c'est un film dont on a peu parlé cette semaine et pourtant, quand même, il y a une super affiche. Clovis Cornillac et Christian Clavier. Alors, pourquoi on nous parle pas de ce film, La Sainte Victoire? Eh ben, j'en sais rien, parce que ça marche pas, hein, de toute façon, ça, je le sais. Et vous l'avez vu? Bah tiens, vous me prenez pour qui? Et alors? Mingouille politique sur fond de corruption, c'est un air connu, mais rafraîchi, et moi j'ai assez aimé, hein, par le parfum de la Provence. Clovis Cornillac, c'est un petit architecte arriviste qui rêve d'avoir de gros marchés. Christian Clavier, qui joue bien mieux que d'habitude, est un homme politique qui rêve d'avoir beaucoup d'électeurs. Voilà. Bon, donc c'est plutôt réussi, La Sainte Sur Victoire. l'affiche, on dirait Dustin Hoffman. Oui, c'est pas le même Clavier que d'habitude, en Non, tout cas. il est bien mieux, bien mieux. Autre chose, The Limits of Control, le dernier de Jim Jarmusch. Qu'est-il arrivé à Jim Jarmusch? Cinéaste américain pur et dur. Son nouveau film est au cinéma, ce que le jus de chaussette est à l'expresso. What else? D'ailleurs, le héros, joué inexpressivement par Isaac de Bancolé, répète « Donnez-moi 2 expressos dans 2 tasses ». C'est sa phrase clé, son seul dialogue. Moi, ça m'a vu rire. C'est tellement con. Enfin, c'est pas con, évidemment que non. C'est vide. C'est vide et c'est snob. C'est tout ce que je suis pas moi. Hein. La Route, alors, avec Viggo Mortensen. Voilà le film qui fait peur de la semaine. Ah, très bien. C'est vraiment formidable. Une catastrophe a tout ravagé. Il n'y a plus personne sur la Terre sauf quelques rescapés qui survivent. Et il y a donc le père, Viggo Mortensen, et son fils qui essaient de fuir, enfin qui essaient d'échapper aux bandes armées qui tuent les gens pour les bouffer. C'est des cannibales. Alors justement, il y a un autre film qui s'appelle L'assistant du vampire. Alors je sais que Twilight a toujours beaucoup de succès, mais L'assistant du vampire, il est bien aussi. C'est bien, moins bien. Mais c'est rigolo, c'est charmant. Bon. C'est charmant. Et il y a avant le film, je savais pas qu'il y avait des vampires méchants qu'on appelle les vampirix. Ils tuent pour se désaltérer. Les autres, les vampires tout court, sont des braves types. Forcément, ils sont un peu ennuyeux. J'en dis pas plus parce qu'avec tous ces vampires dans les cinémas, je crains une morsure. Hein. L'assistant du vampire, ça peut se voir pour qui aime les films de vampires. Quoi. Oh oui, c'est bien fait. Bon, je retiens en tout cas que cette semaine, vous conseillez surtout Arthur et La Vengeance de Balthazar, le dernier Luc Besson, que vous avez plutôt trouvé bien pour prendre un film français, La Sainte Victoire, avec Christian Clavier et Clovis Cornillac, mais aussi Samy Bouajila et Valérie Benguigui. Et pourquoi pas, d'après vous, La folle histoire d'amour de Simon Eskenazi, j'adore ce film. avec Antoine Decaune. Et puis si vous aimez avoir peur, plutôt que d'aller voir Paranormal Activity, allez voir La Route avec Charlize Theron et Viggo Mortensen. C'est bien ça? Bravo Laurent, c'est sensationnel. Je vous souhaite un bon week-end, Monique. On me signale que notre invité d'honneur est déjà dans la loge d'honneur. Dans quelques minutes, il faudra l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Hier, c'était Amanda Lear qui était cachée dans la loge d'honneur. On a eu Renaud, on a eu Alain Ducasse, Julie Zenati, Cédric Pioline, on a eu des politiques, des chanteurs, des écrivains. Tout est possible dans la loge d'honneur. Qui est là aujourd'hui? Vous avez jusque 18h30 pour identifier notre invité, dont la voix, je le rappelle une fois de plus, je le dis quotidiennement, la voix va être déformée. Et pour Amanda Lear, vous avez déformé la voix aussi? Oui. Comment Oui, vous elle avez avait fait toute petite voix de petite fille. C'était assez rigolo à entendre. Ça lui a rappelé des souvenirs. Et d'ailleurs, vous avez mis du temps à identifier Amanda, et c'est Claude Sarraute hier qui a découvert Amanda Lear. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est bien déformée aussi. Je vous rappelle que c'est uniquement par oui, par non, et que vous pouvez de temps en temps répondre par des phrases courtes aussi, d'accord? Oui. C'est parti. Ok, on commence par le début. Vous êtes un homme? Oui. Vous êtes un être humain? Oui. Vous habitez la Terre? Oui. Ok. Vous êtes de couleur verte ou normale? Parce que Quelle couleur normale pour vous? Ah oui, quelle est la tu couleur t'es mis dans normale la pour merde. toi, Philippe? bonne question. Européenne, blanche, c'est ça que je voulais dire. Blanche. Vous êtes un homme blanc. Est-ce que vous avez plus de 40 ans? Oui. Est-ce que vous connaissez Amanda Lear? Oui. Plus de 50? C'était notre invité hier. Oui. Plus de 60? Oui. Bon bah dis donc. Plus de attends. 70? Non.
Alors, à mon avis, vous avez entre 60 et 70. Bien joué. Je suis pas sûr que l'âge vous donnera une indication. Attends, déjà, on sait que c'est un vieil homme blanc. Oui, mais alors moi, vous voyez, j'aurais pas su donner un âge à notre invité. Ça veut dire que vous êtes acteur, vous êtes acteur. Non. Chanteur. Ouais. Vous êtes chanson française. Ouais. Variété? On peut dire ça. Les lacs du Connemara, vous en pensez quoi? C'est joli. Vous êtes Michel Delpech? Non. C'est Michel Sardou, les lacs du Connemara, je vous signale. Non, mais je sais, mais écoute, je pense justement. Michel Fugain. Et femme des années 80, qu'est-ce que vous en pensez? C'est aussi assez sympathique. Ça vous aidera pas, ça, ce genre de questions. On sait bien Michel Sardou. De réponse. Vous êtes connu sous votre vrai nom ou sous votre nom de scène? Sur mon nom de scène. Vous avez les cheveux courts? Non. Vous avez la banane? Non. Vous avez les cheveux blancs? Ouais. Vous avez présenté une émission sur beaucoup de western à l'époque, où c'est dans un cinéma avec une fille qui vous apportait des glaces et vous la regardiez bizarrement? Non, j'ai pas mal aux yeux. D'accord. Non, vous n'êtes pas Eddie Mitchell. Non, c'est pas Eddie Mitchell. Dites, et si on changeait le jeu pour une fois, c'est vous qui allez... On va déformer nos voix et vous essayez de savoir qui vous parle. Est-ce que votre nom de scène, c'est juste un prénom? Non. À votre répertoire, est-ce que vous avez un gros succès ou vous avez plein de succès? Ou que des bides? Auquel cas, on ne sait pas si on va vous faire venir ou pas. Alors. Vous avez un gros succès. Comment principal? répondre à Non, disons que j'ai pas un gros succès. Mais j'ai plusieurs chansons qui sont connues de beaucoup de monde. Très connues, ces chansons? Très connues de beaucoup de monde. Donc, c'est toujours pareil, on est connu par des gens qui vous connaissent. Exactement. Il y en a pas mal. Vous êtes belge? Non. Vous êtes français? Non. Ah, vous êtes suisse. Ouais. Vous êtes suisse? Vous êtes suisse. Est-ce que vous êtes un chanteur pour enfants? Oui. Je crois que Philippe Gueluc a trouvé. Vous seriez Henri Dess? Mais Philippe, bravo. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Et Henri Dess, dans un instant, va nous rejoindre dans ce studio. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. Henri Dess est notre invité d'honneur et c'est Philippe Gueluc qui est allé très vite pour identifier notre invité. Fabrice? C'était un peu plus facile pour Philippe de trouver, quoi. Pourquoi? Étant tous les deux des dom-toms, la Suisse et la Belgique, c'est normal. Vous êtes suisse, mais vous êtes en France depuis, j'imagine, je ne sais combien d'années, Henri Dess? Non, je suis rentré en 81. En 81. Donc en fait, voilà. Tu as fui quand Mitterrand est passé. à gauche. Il a suivi les mecs, les Français qui s'étaient Il avait dit si Mitterrand passe, je quitte la France. Depuis combien d'années vous chantez pour les enfants, Henri Dess? 35 ans à peu près. 35 ans à peu près, ce qui nous vaut ce DVD, cet album de l'Olympia 2009, où on retrouve, alors effectivement, c'était pas facile pour Henri Dess de répondre, est-ce qu'il a fait des gros succès pour les enfants, évidemment. Il y a beaucoup d'enfants qui connaissent ces chansons, pas forcément les parents, encore que les parents qui ont des enfants qui écoutent Henri Dess connaissent forcément vos chansons. Par la force des choses, sont obligés, si vous voulez. Des fois, ils me disent, ça commence à nous les gonfler, parce que on écoute ça toute la journée dans la voiture, à la maison, partout, donc voilà. Pourquoi vous avez pensé à lui? Qu'est-ce qui vous a fait penser à Henri Dess tout de suite, Philippe Gueluc? Parce qu'on se connaît. Moi, j'ai animé dans les années 80 en Belgique une émission pour les enfants, et Henri Dess était souvent notre invité, et puis je le trouve formidable. Et puis c'est vrai que quand même Môme était petit, je n'écoutais que Henri Dess en bagnole, donc je ne le supporte plus. Par contre, j'attends qu'il devienne une icône gay comme Chantal Goya pour qu'on en soit. Moi, je connais des gens qui comptaient avoir des enfants et puis après, du coup, ils ont annulé, quoi. Ah oui? À cause d'Henri Dess. À cause d'Henri Dess. Non, mais c'est vrai on écoute, quand on a des enfants, on écoute beaucoup Henri Dess, mais on conçoit peu les enfants sur des musiques d'Henri Dess. Je veux dire, c'est pas le truc quand tu dragues, quand tu sautes ta femme, tu mets pas du Henri Dess sur ils sont plus copains là, je crois. Oui, c'est vrai, on m'a jamais dit ça. Non, qu'on avait baisé sur tes chansons. Oui, c'est vrai qu'on a plus fait des enfants sur le Grand Bleu, par exemple. Demain soir, Henri Dess sera à l'Espace Cardin dans le cadre du festival Minot. C'est quoi ce festival? C'est un festival qui commence à prendre un petit peu de la hauteur. Depuis 7 ans, ça existe. Et c'est un spectacle qui s'intéresse un peu aux créateurs de chansons pour enfants. C'était à Bangkok avant, non? N'écoutez pas ces imbéciles. Henri Dess. Il y a le festival de Pattaya, très sympa. Howard Button, entre autres, la compagnie Acta Fabula, Papak Compagnie, Béatrice Maillet, je connais pas tous ces gens, mais en tout cas, ils se partagent la grande salle et la petite salle de l'Espace Cardin du 4. On m'a donné carte blanche, donc j'ai invité quelques amis. Il y a pas Corbier? Il y a Kirikou? Il y a Kirikou ou pas? Il y a pas Kirikou.
Kirikou. mais Du c'est une autre 4 au histoire. 8 décembre, c'est à l'espace Cardin et c'est vous, Henri Dess, qui avez fait la programmation alors. Donc pas de tout le festival Minot. Disons que pour moi, j'ai une carte blanche et ma carte blanche m'a permis de faire la programmation de mon spectacle. Donc j'ai invité 5 chanteurs et 5 auteurs. Cette Olympia 2009, c'était en janvier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'Olympia là pour la fin d'année? Non, cette année, ça va être Cardin. Et puis l'année prochaine, ça sera Cardin probablement aussi. Dans le public, c'est des enfants ou c'est des adultes? C'est les deux. Bah oui. Les gens qui amènent leurs enfants. C'est familial. D'accord. C'est ça le bon truc avec de la chanson pour enfants, c'est que tu as en général deux parents, tu as un enfant et il y a deux parents qui viennent avec le temps. Non, souvent il y a que la maman qui vient. Hein. Ah bon, ça c'est bien. Non mais C'est beaucoup mieux que Pascal Obispo et tout, quoi. Tu vois, il y a plus de nanas dans ses concerts que Pascal Obispo. Non mais bien sûr, non, c'est vrai. Quoi. Cela dit, la qualité du répertoire de Henri Dess, c'est absolument hallucinant parce que vous ici, en fait, tu as un enfant ou des enfants, tu vas avoir avec tes mômes. Les mômes sont fous. Il a une façon de capter l'attention, de passionner son public, des enfants et des adultes, parce que ça marche aussi bien. Je trouve que c'est un petit peu sans vouloir exagérer les compliments, mais c'est un petit peu le Brassens pour enfants. C'est-à-dire qu'il y a un répertoire tout public, mais qui touche sa cible en plein cœur. C'est un répertoire un peu particulier. En ce qui me concerne, je suis pas un enfant qui écrit pour les enfants, je suis un adulte. Donc en fait, quand j'écris, j'essaie de trouver une frontière qui est assez fragile entre ces deux mondes, et j'essaie de les comprendre. Voilà. Donc je suis un adulte qui écrit pour eux, c'est pour ça que les parents... Fabrice. Mais est-ce que pendant les concerts, par exemple, quand c'est en délire total, vous vous jetez sur les cordes dans la foule ou pas? Non, mais ça pogote pas beaucoup de vin. Il est con. Fabrice, forcément, je vais vous dire, Fabrice Eboué, lui, vous pouvez pas lui parler parce que lui, c'est Chantal Goya, l'idole de son enfance. Alors, mais vous connaissiez pas Henri Dess? Non, c'est vrai que je découvre Henri Dess. Sans rire. Moi, je suis chaud. J'ai écouté Chantal Goya et Jean-Luc Lahaye, donc. C'est vrai chanteur pour enfants, quoi. Bah écoute, chacun sa référence. C'est terrible. Vous voyez ce que ça donne à un serial killer. Mais comment tu es devenu cet être raffiné et drôle? C'est vrai ça, enfin, quand même. Dorothée. C'est vrai que les familles se partagent. Il y a des familles qui écoutent les deux, mais généralement on est ou d'un côté Chantal Goya, Dorothée, ou de l'autre Anne Sylvestre et Henri Dess. C'est plus ça. Mais disons que moi je remercie beaucoup Chantal et Dorothée. Oui, et Dorothée, parce qu'au départ, bon, j'étais un peu en dessous comme ça. Pour elle, ça marchait très très fort. Et puis un jour, Chantal, vous le savez, elle a fait une petite bêtise à la télévision, quoi. C'était plutôt une grosse bêtise et les gens voulaient plus lui acheter ses disques. Et comme j'étais un peu en attente derrière, ça a fait une espèce de poussée. Donc merci beaucoup Chantal. Un appel d'air. C'est grâce à elle que ça fait une espèce d'appel incroyable. Et je suis arrivé. Il faut dire que vous vivez en couple avec Patrick Sabatier, maintenant on peut l'avouer. Et le révéler à la France entière. Ce scandale avait été évidemment totalement préparé, oui. Mais c'est pas con, moi j'attends la grosse boulette de Dan Brown. Vous savez, l'auteur américain avec son truc, parce que si les gens se fâchent sur lui, ils vont plus acheter son bouquin, ils vont acheter le mien. Oui. Ça peut pas faire le même coup qu'avec... Moi, Bouvard, ça y est, il commence à déconner. Mais ça fait un moment qu'il s'y était mis, hein. Dans un instant, on écoutera un extrait de l'album et du DVD d'Henri Dess après la pub. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va écouter évidemment dans un instant une chanson d'Henri Dess pour les parents justement qui ne connaîtraient pas et qui peuvent encore faire découvrir à leurs enfants pour ces fêtes de fin d'année qui approchent une des chansons du répertoire d'Henri. Mais d'abord, ce qui me surprend parce que je ne vous connais pas si bien que ça, j'avais oublié, je vois dans votre série que vous aviez commencé par interpréter des chansons de corps de garde. Ah mais non, c'est pas vrai. Ah bon, c'est des conneries? Non, en fait, c'est dans Wikipédia. C'est Chantal Goya qui avait lancé la rumeur pour essayer de couler sa carrière. C'est pas faux non plus. C'est-à-dire que quand je suis dans la rue, et vous chantiez des chansons de corps de garde après votre service militaire. C'est vrai ou pas? C'est un peu un raccourci. Donc quand je finis mon service militaire en Suisse, parce qu'on fait un service militaire en Suisse, je suis parti à Paris pour essayer de voir comment c'était. Je suis allé en plein été, j'étais frappé un petit peu à tous les cabarets, mais ils étaient tous fermés. Ah ouais. Et donc pour gagner ma vie, je suis allé chanter des chansons dans un couscous à la rue du Jussieu. Ah, il y avait des minarets à l'époque ou pas en Suisse? J'étais sûr qu'il y avait un truc qui arrivait comme ça. Non, il n'y avait pas encore. Donc le patron du bistrot m'a entendu chanter quelques-unes de mes chansons de l'époque, était gentillette comme ça, puis il m'a dit écoutez, ça marche pas très bien, vos chansons ne touchent pas tellement les gens. Alors donc j'ai dit je vais vous chanter des chansons un petit peu plus osées, et je chantais une chanson ou deux de corps de garde, mais ça m'est arrivé une fois. Évidemment, on en a parlé dans un journal, et puis voilà, vous et ça a été repris ensuite. Bah oui. Mais c'est comme ça. Par rapport au minaret, je voulais juste revenir sur la question. Oui, allez-y. Non, mais allez-y. Le mimi, le minaret. Le mimi,
Mimi, le minaret. C'est son prochain album. Il n'y en a pas en Suisse. Les Mimi. Vous avez voté ou pas? Bien sûr, j'ai voté. Vous avez voté. Si tu trouves je ne vous demande pas si vous avez. Non, vous pouvez me demander. Ah, je peux vous demander pour. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cantons chez nous et chaque canton vote un peu comme il l'entend. Et les cantons romans, c'est-à-dire Genève, Vaud, Fribourg et Neuchâtel, je crois, puis Bâle-Ville, a voté non à la... Non. Le Mimi. Non à l'interdiction. Non à l'interdiction, ouais. Voilà. Oui, bah, c'est d'ailleurs, moi je disais d'ailleurs qu'on devrait faire des questions plus directes pour les référendums ou les votations, parce que c'est vrai que il faut déjà réfléchir avant de poser la question. Vous me direz qu'il vaut mieux réfléchir quand on va voter, de toute façon, mais quand même, plutôt que de dire oui ou non à l'interdiction des minarets, il faudrait dire oui ou non aux minarets, tout simplement, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont voté oui en pensant non et non en pensant oui. Et puis ceux qui voulaient une solution médiane, par exemple, autoriser les minarets, mais que le muezzin soit remplacé par un coucou toutes les heures. Ça aurait été accepté, peut-être, le moins de bruit. La glace au citron, c'est un de vos succès, la glace au citron? Oui, je pense, pour ceux qui les connaissent. Oui. Camille, tu veux pas une boule vanille? Camille, tu veux pas une boule vanille? Camille. Non, je ne veux pas de vanille. Tu sais, j'aime pas la vanille. Je préfère la glace au citron. Aussi gelée qu'un glaçon qui fait froid le long du cou et qui fait des frissons partout, tout. Lucas, tu veux pas une boule mocha? Lucas, tu veux pas une boule mocha? Lucas. Non, je ne veux pas de mocha. Tu sais, j'aime pas le mocha. Je préfère la glace au citron. Aussi gelée qu'un glaçon qui fait froid le long du cou et qui fait des frissons partout, tout. Françoise, tu veux pas une boule framboise? Françoise, tu veux pas une boule Françoise? Framboise. Non, je veux pas de boule framboise. Tu sais, j'aime pas la framboise. Je préfère la glace au citron. Aussi gelée qu'un glaçon qui fait froid le long du cou et qui fait des frissons partout, tout. Thérèse, tu veux pas une boule de fraise? Thérèse, tu veux pas une boule de fraise? Thérèse. Non, je veux pas de boule de fraise. Tu sais, je n'aime plus la fraise. Je préfère la glace au citron. Aussi gelée qu'un glaçon qui fait froid le long du cou et qui fait des frissons partout, tout. Gaston, tu veux peut-être une boule citron? Gaston, tu veux peut-être une boule citron? Gaston, non, je ne veux pas de citron. Tu sais, j'aime pas le citron. C'est gelé comme un glaçon, ça fait froid le long du cou, ça fait des frissons partout. Mais je prendrai la framboise que ne veut pas la Françoise, et la boule de mocha que Lucas ne mange pas, et puis toute la vanille que déteste la Camille. Gaston, tu veux pas une boule citron? Gaston, tu veux pas une boule citron? Gaston, non, je ne veux pas de citron. Tu sais, j'aime pas le citron, c'est gelé comme un glaçon, ça fait froid le long du cou, ça fait des frissons partout. Mais je prendrai la framboise que ne veut pas la Françoise, et la boule de mocha que Lucas ne mange pas. Et je prendrai le cassis que n'a pas voulu Lily, et le reste de cerise que n'a pas fini Denise. Et je prendrai la noisette que ne veut pas la poulette, et puis toute la vanille que déteste la Camille. Et la boule de chocolat que n'a pas mangé Benoît, et tu diras à Thérèse merci beaucoup pour sa fraise. Un extrait du DVD d'Henri Dess et du CD, puisqu'on peut choisir uniquement la version audio du spectacle de l'Olympia 2009. Henri Dess qui sera à l'Espace Cardin. J'ai dit demain soir, non, demain après-midi en fait, à 15h. Il y a deux spectacles. Puisque ce sont pour les enfants. 18h, oui. 15h et 18h. Et puis vous serez à Béziers le 19 décembre, 19h à Toulouse, le 20 décembre au Casino Théâtre à 16h. Et vous partez chez Philippe Geluck, ensuite au Cirque Royal de Bruxelles, 19h le 12 mars, le 13 mars et le 14 mars en Belgique. Donc, le 14, vous serez à Marche-en-Famenne. Marche-en-Famenne. Je connais pas. Au Wex de Marche-en-Famenne. Dites donc, Gaspard Proust, vous nous avez pas dit, vous, quel genre de chanson vos parents vous faisaient? Ah oui, ça. Non, parce que moi je dois être le seul justement qui fait l'amour sur les chansons d'Henri Dess parce que ça met les filles en confiance. Très jeune fille. Pardon, mais tu fais l'amour avec des filles de quel âge? Ouais, attention, on va pas en Suisse. Non, elles ont le double de me. Non, c'est. Non, sont avec les mamans en fait. Oui, faut absolument qu'ils prennent la même nationalité que Philippe Geluck. Non, mais je me souviens de cette phrase. Alors, Thérèse, ta fraise et. Et c'est là où ça devient vachement bon. Je dis, mais tu veux pas goûter de ma glace citron? Elle dit non, mais tu l'as déjà fait celle-là. Et voilà. Mais c'est vrai que les minarets, quelle histoire. On se retrouve dans un instant avec Henri Dess.
Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Henri Dess, qui a quand même sorti des albums pour adultes avant de chanter pour les enfants, rappelons-le. Disons qu'on fait pas des chansons pour enfants comme ça. On est tombé un peu dans la soupe. C'est-à-dire que quand j'ai eu un fils, j'ai eu envie d'écrire pour lui, mais avant, ça me serait même pas venu à l'idée. Donc, j'ai fait quand même 3 albums pour adultes. Dites, votre fils, c'est vrai qu'il a fait partie d'un groupe qui s'appelait Explosion de caca? Qui s'appelle? C'est quoi ça, Explosion de caca? Ah non mais, dis donc, ça fait du bien d'écouter tes albums. Ça va inquiéter les parents qui nous écoutent. Il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui s'appelle PAGS, ça veut dire piège à gonzesse, et puis l'autre groupe, Explosion de caca. Aucun lien entre les deux. T'as raison, Gaspard. Donc ça c'est quand même grave, parce que si vos chansons ça donne ça sur les enfants, quand même. Non, mais c'est de la folie. Je veux dire, c'est un truc très rigolo. Ça se prend pas au sérieux. Non, parce que je veux dire, un groupe qui s'appelle Explosion de caca et qui se prendrait au sérieux, je trouverais ça suspect. Ouais, on a un message. Tu vois les types qui arrivent en frac et qui font. C'est ça. Puis, non, mais c'est une plaisanterie qui marche bien. C'est rigolo. Ça fait une belle affiche en plus, j'imagine. Tout à fait. Oui. Ils sont déguisés un peu comme des fous. Et c'est pour lui, Pierrick, je crois son prénom, que vous avez commencé à écrire des chansons pour enfants. Voilà, ça l'a marqué. Ouais. Et combien vous en avez d'enfants en tout alors? Alors moi j'ai 2 enfants, Pierrick qui sont grands maintenant. Et Camille, oui. Les autres se sont suicidés, ils ont dit que ça suffit les chansons. Et puis j'ai 5 petits-enfants. Ah, 5 petits-enfants. Ah oui, donc voilà, maintenant ce sont eux qui... je les observe maintenant. Mais vous continuez à écrire des chansons ou pas pour eux? Bien sûr. Ouais. Parce que le mec qui a fait Explosion de caca, il a fait des enfants quand même? Il en a fait 2, oui. Oh la vache, putain. Oui. Et ça a bien marché. À la différence d'Anne Sylvestre, elle a fait les fameuses fabulettes que tous les parents et les enfants connaissent, mais on nous dit souvent, et elle l'a dit d'ailleurs elle-même, qu'elle ne les chante jamais exceptionnellement sur scène. Non, je crois jamais. Voilà, jamais. Ouais. Et vous, en revanche, vous aimez ça, chanter sur scène, avoir le contact avec ce public, parce que oui, vous pourriez vous contenter effectivement des disques. Disons que j'ai la chance maintenant, ça encore mieux maintenant, si vous voulez, parce qu'avant, j'ai commencé par chanter uniquement pour les enfants dans le cadre scolaire, donc c'était vraiment que des enfants. Ensuite, ça s'est ouvert pour spectacle tout public, et maintenant j'ai un phénomène assez étonnant, c'est les trentenaires qui viennent me voir. Les trentenaires, ils ont eu des enfants, ils étaient mon public. Donc ils viennent me voir avec leurs enfants, on sait pas très bien ce qu'ils regardent. Ils regardent leurs enfants chanter, ils s'écoutent chanter, ils me regardent chanter. Il y a un phénomène assez étonnant. C'est une communion. Gaspard? Ouais, est-ce que comme il y a une évolution dans la musique et tout, vous mettez un peu au slam, c'est-à-dire à la comptine? Comment, pardon? À la comptine, en fait. Qu'est-ce que tu dis? Je veux savoir si tu manges à la cantine. Oui. Non, moi je voulais juste savoir si est-ce que comme chez les rappeurs il y a des embrouilles entre chanteurs pour enfants par exemple, est-ce que vous êtes déjà battu avec Corbier ou des choses comme ça? Non, je crois qu'il y a moins ça. Je voulais juste saluer un collègue et dire que les couvertures de disques, pas celui-là parce que c'est une photo d'Henri Dess, mais les couvertures de disques d'Henri sont absolument magnifiques. C'est Étienne Delessert. C'est toi qui les fais, non? Non, en général, quand tu parles comme ça, c'est que tu parles de toi. C'est Étienne Delessert qui est un grand illustrateur, dessinateur suisse qui vit maintenant aux États-Unis et qui est le correspondant de Ciné Hebdo aux États-Unis. Je peux dire bonjour à ma mère ou pas? Non, il fait chaque semaine un grand dessin dans Ciné Hebdo. Mais c'est pas le cas en tout cas de l'album que j'ai dans les mains, Olympia 2009. Henri Dess, demain à 15h à l'Espace Cardin pour vos enfants. Merci Henri Dess d'avoir été notre invité d'honneur aujourd'hui. À demain, Best of. C'est ça. Du samedi, dimanche aussi, autrement lundi 16h. Le rendez-vous est pris à lundi.